Est-il réellement utile de présenter Frédéric Tadei? Non, mais on va quand même le faire. Animateur emblématique des années 90-2000, qui continue aujourd'hui son activité sur son nouveau média, l'Immédiat, que je vous conseille de découvrir, vous aurez un lien en description. Il est l'homme derrière ce que sont probablement les deux émissions les plus emblématiques des années 90 et 2000, Paris Dernière et l'irremplaçable, Ce soir ou jamais. Alors quand l'occasion s'est présentée de rencontrer un des hommes qui a été une de mes sources d'inspiration pour exercer le métier qui est le mien aujourd'hui, eh bien, mon sang n'a fait qu'un tour et je n'ai pas pu m'empêcher de lui poser toutes les questions qui me passaient par la tête. Et vous en avez d'ailleurs fait de même toute la soirée dans le chat. C'était l'occasion de revenir sur ses meilleurs et ses pires moments au sein de sa carrière télévisuelle, de nous partager son expérience et d'aborder pêle-mêle différents sujets comme la liberté d'expression, le pluralisme des médias, les drogues douces ou encore les boîtes à partouze. Vous remarquerez que la première partie de l'émission comporte énormément d'images d'inserts, c'était volontaire, je voulais mettre ces extraits emblématiques de son émission, de ses émissions, afin de permettre notamment déjà de créer du contexte et surtout de permettre aux plus jeunes de découvrir peut-être pour la première fois des scènes emblématiques d'une époque regrettée. Je vous souhaite un excellent épisode. S'il vous a plu, mettez un pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! M'a emmerdé, mais plus tard pour Alain Soral. Quand j'ai invité Alain Soral, il y avait 10 personnes devant lui, face à lui, tout le monde trouvait ça normal. Quand j'ai invité Dieudonné, il y avait la LICRA en face de Dieudonné, c'est même la LICRA qui m'a demandé d'inviter Dieudonné. Faut pas que tu sois en train de lire la fiche que quelqu'un d'autre t'a écrite avec la prochaine question. Parce que ça c'est terrible. Alors, je vais ranger ça. Voilà. Oui, alors il faut tirer dessus tout le temps, c'est ça le problème. Ouais. C'est que sinon ça s'arrête. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes, Voilà. Connaissez la loi. Qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas interdit. Une fois, on a été condamné. Sur quoi? Parce que j'avais fait le mur avec une fille pour rentrer dans un cimetière et qu'après elle s'était un peu caressée sur une tombe. Faut que tu saches tout sur ton invité pour qu'il puisse pas te mentir. Ouais. Très menti important. ce soir. Tu ne sauras jamais puisque tu savais pas tout sur moi. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour le retour de Pas content avec Tabibian. J'en ai perdu le nom de l'émission. Ça va aller, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas. Et ce soir, on est avec Frédéric Tadei. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien. On t'a pas trop fait attendre Non, ça va. à cause du périph' d'Anne Hidalgo qui nous a empêché d'accéder au. C'est toujours de la faute d'Anne Hidalgo. Toujours de la faute d'Anne Hidalgo. Tu la défends? Je ne défends personne. Moi, je ne suis l'avocat ni le procureur de personne. Absolument personne. Voilà. Alors pour beaucoup de gens qui sont là ce soir, ils sont très ravis de te voir. Tu es un peu une légende de la télé avec Michel Drucker ou Ardisson. Ouais, j'ai pris les exemples un peu au hasard. Bon, allez, Cyril Hanouna. Donc oui, non, mais plus sérieusement, pour beaucoup, tu es associé à une image de subversion, de dissidence, d'une télé qui se fait plus. D'ailleurs, j'ai été viré. Voilà, c'est qu'en C'est ma général, médaille. c'est ta ma médaille. Et du coup, histoire de savoir si le Tadei qu'on a dans nos mémoires, c'est toujours le Tadei d'aujourd'hui, question rapide, histoire de savoir si on va être déçu. Est-ce que 10 ans plus tard, on invite toujours tout le monde, ou est-ce que Patou avait raison, il y a des cerveaux malades? Vous invitez en plateau des gens qu'on n'entend pas ailleurs, mais vous invitez aussi des gens qu'on n'entend pas ailleurs et qu'on n'a pas forcément, que les autres médias n'ont pas forcément envie d'entendre. Je me demandais, en passant sur France 2, est-ce que vous continuerez d'inviter Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab, c'est-à-dire des gens que vous êtes les seuls à honorer à la télévision et, à mon avis, pas seulement pour de mauvaises raisons. Dans le cas de Tariq Ramadan et de Marc-Édouard Nab, ils ont fait à peu près toutes les émissions imaginables, l'un en tant qu'intellectuel et l'autre en tant qu'écrivain. Moi, j'ai pas envie d'inviter Tariq Ramadan. Mais libre à vous de ne pas le Je faire. vous le dis. Non, mais vous dites, il fait Et du coup, il y a Patrick il fait Frédéric. toutes les émissions. Vous dites, bah non, il fait pas toutes les émissions. Oui, d'accord, mais enfin, vous faites une émission, vous faites le journal, vous ne faites pas une émission de débat intellectuel. L'avantage, c'est d'avoir chacun la chaîne et moi, je reçois qui on veut. Sur ce sujet, j'ai toujours été clair et j'ai toujours fait ça partout, y compris sur des stations de radio que nous avons fréquentées tous les deux. Oui. Pour moi, il n'y a pas de liste noire, il n'y a pas d'invité que je refuse d'inviter par principe parce que je ne l'aime pas. Voilà, je me l'interdis. Je suis sur le service public, c'est pas à moi d'inviter les gens en fonction de mes sympathies ou de mes antipathies. Voilà, c'était. Donc, à partir de ce moment-là, non, mais c'est pas très seulement important. une question de sympathie ou d'antipathie. Si, vous avez très bien. On a une responsabilité quand on anime une émission
de débat public, on a une responsabilité, par exemple, de ne pas propager les thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades, parce que dans les gens que j'ai cités, je pense qu'il y a des cerveaux malades. Libre à vous de le penser. Les gens qui pensent que C'est un jugement, Patrick. Non, c'est pas un jugement. Ah, Les gens qui pensent qu'on n'a jamais marché sur la Lune, que le 11 septembre n'a pas existé, ou que les chambres à gaz. Mais ils ont le droit de... Qui dans les gens que vous avez... peut-être Soral, c'est à lui que vous faites allusion. Soral sur le 11 septembre, enfin bon, bref, il y a... Oui, mais bon... C'est un débat éternel, on ne sera jamais d'accord sur ce sujet. J'anime une émission de service public. Si j'étais sur Fox News, je serais comme vous. Je déciderais que les gens qui regardent Fox News vont entendre un certain son de cloche et je le privilégierais. Mais on a chacun le droit de penser ce qu'on veut, mon Patrick. Non. Tu veux dire moi ou... En général, est-ce qu'il faut... Oui, toi. Est-ce que toi, t'inviterais toujours tout le monde ou il y en avait? Moi, j'ai invité tout le monde quand je faisais encore Interdit d'interdire sur RT. Je t'ai même invité toi. Oui, c'est vrai, c'est pour dire. La preuve que j'invitais tout le monde. Et tout le monde ne voulait pas forcément venir, mais tu invites tout le monde. Et mais j'étais le seul, je pense que je suis le seul. Oui, mais je regarde pas beaucoup la télévision. Alors, donc, je sais pas, il paraît qu'il y a une émission qui remplace Ce soir ou jamais, qui s'appelle je sais plus comment sur la 5. Un peu à la même heure. Est-ce qu'ils invitent tout le monde? C'est ce soir. C'est ce soir. Oh non, voilà. ouais. Droit d'auteur, t'as demandé ou... Non, je regarde. On est limite, hein. C'est ce soir, ils ont appelé ça. Et c'est quoi? C'est un truc de talk entre gens bien, d'accord, entre gens respectables. Donc toujours, pour toi, il faut toujours éthiquement inviter tout le monde. Et il faut inviter tout le monde, toujours. Mais moi, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai une déontologie qui est la mienne. Je me suis fabriquée. Elle est implacable. Je sais exactement si je peux inviter un tel ou pas, dans quelles circonstances, avec qui, etc., etc. Mais je l'impose à personne, moi. Il se trouve que mes petits camarades ont toujours bien aimé dire ce qu'ils pensaient de ma façon de travailler, mais moi, j'ai jamais perdu mon temps à dire ce que je pensais de la leur. Et j'ai pas du tout l'intention de faire du prosélytisme. C'est ma manière de faire. Si ça plaît pas, ça plaît pas, tant pis, mais c'est la mienne. C'est ta manière, mais c'est aussi ta responsabilité, parce que c'est aussi une vision éthique des choses que tu défends, parce que le service public, ça fait partie c'est censé être la mission. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Voilà, c'est juste que je n'aurais pas fait forcément comme ça, de la même manière ailleurs. Mais après, c'est comme ça que c'est né et c'est comme ça que c'est resté en ce qui me concerne. Que des journalistes, parce qu'il n'y a que des journalistes qui me posent cette question, de savoir quand est-ce que vous allez faire taire machin, quand est-ce que vous allez interdire un tel de télévision, ça me sidère. Ça me sidère. Jamais personne qui dirige une chaîne de télé ne me l'a dit, jamais un politique ne me l'a dit, jamais un téléspectateur ne m'a abordé pour me dire quand est-ce que vous arrêterez de donner la parole à tout le monde. Il n'y a que des journalistes qui me disent quand est-ce que vous arrêterez de c'est le signe d'un côté microcosmique. Je ne sais pas, vous venez de me poser la question, posez-la vous. Moi, c'est mon job. Moi, c'est parce que ce sont les journalistes qui posent les questions. Mais non, mais il y a des tas d'autres questions qu'on pourrait se poser, y compris sur les gens qui sont constamment cités là. Il y en a plein d'autres dont on pourrait me dire pourquoi personne ne me dit Anne-Marie Delcambre, pourquoi vous lui avez donné la parole? Moi je me suis demandé d'une certaine façon, mettre cet extrait, c'était une façon de vous poser la question. Voilà, non mais c'est très bizarre que les journalistes aujourd'hui réclament à un journaliste que ses opinions personnelles, parce que c'est ça que vous me dites, en gros vous me dites il faudrait que vos opinions personnelles vous dictent le choix de vos invités sur le plateau. Non. On vient de passer 2 ans de Covid. On a passé l'essentiel de notre temps chez nous à regarder la télé pendant ces 2 ans. Parle pour toi. Pour certains, oui, pour certains. Si j'avais dû passer 2 ans à regarder la télé, je me serais tué. Oui, c'est vrai. Mais du coup, comment ça se fait que la télé, elle n'a jamais été aussi chiante alors qu'il n'y a quand même jamais eu autant de gens qu'on en a eu besoin? Ah bah, raison de plus. C'est-à-dire que tu fais un effort quand tu es en compétition avec la concurrence. Si tu n'as pas de concurrence ou si tu as l'impression, souvent c'est une fausse impression, que de toute façon les gens n'ont pas d'autre choix que de te regarder, tu te laisses aller. Il y a des gens qui croient encore ça alors qu'on a 500 chaînes de télé. Mais c'est souvent le problème, tu sais, les gens n'ont pas compris que tout est en concurrence avec tout. C'est-à-dire que quand tu fais un film français classique qui espère aller au Festival de Cannes, tu es en concurrence avec toutes les séries de Netflix, avec les documentaires qui sont sur YouTube, avec les jeux vidéo, avec le cinéma en salle, avec les pièces de théâtre, etc. Parce qu'on n'a pas 48 heures chaque jour. Donc, tout le monde est en compétition avec tout le monde. Nous, là, on est en compétition avec tout ce que je viens de citer. Les gens qui nous regardent en ce moment ou qui nous regarderont en replay,
ils ont préféré regarder ça plutôt qu'une série sur Amazon ou un stand-up sur Netflix. Mais la compétition, elle n'est pas moins forte qu'avant avec le replay? Elle est bien pire, elle est exacerbée. Justement, vu Mais- qu'on peut rattraper quand on veut. Mais oui, mais le replay, il est en concurrence. Le stock et le flux sont en concurrence permanente. Aujourd'hui, pourquoi on ne vend plus de disques? Alors d'abord parce que les gens n'ont plus rien à foutre d'avoir un disque. Mais quand tu écoutes un morceau d'aujourd'hui, tu cliques pour écouter un morceau d'aujourd'hui sur Deezer ou sur autre chose. Tu pourrais très bien écouter un morceau des Rolling Stones qui date d'il y a 50 ans. Et donc les gens qui sortent des disques aujourd'hui sont en compétition avec les gens qui sortaient des disques il y a 50 ans ou il y a 100 ans. 100 ans moins, mais 100 ans peut-être moins, mais 70 ans, facile. D'ailleurs, on a l'impression que les Rolling Stones, c'était hier. C'est quand même des vieillards grabataires qui chantent toujours les mêmes chansons dans des stades. Tu vois, ils chantent Honky Tonk Woman, quoi. Ouais. Je sais pas, je vais voir les Stones 5 ou 6 fois en concert, ils chantent à chaque fois Honky Tonk Woman. Et ça fait 50 ans que ça dure. 60 ans. C'est ce que les gens veulent voir. Oui, c'est ça, mais c'est comme s'ils l'avaient fait hier. Ils ne se rendent pas compte qu'il n'y a même plus de différence. Tu crois que les émissions que tu as fait, bon, allez, on va dire surtout Ce soir ou jamais ou Paris dernière, c'est faisable aujourd'hui ou pas? Parce qu'il y a un collectif, il y a des pétitions pour que ça reprenne. Non, si tu prends Paris dernière, par exemple, il y a toujours. C'est la seule émission, je crois, de l'histoire de la télé française qui a été faite entièrement avec une petite caméra numérique. À l'époque, elle avait tellement de succès, enfin, elle était tellement happy few que tous les animateurs de télé posaient avec des petites caméras numériques dont ils ne savaient même pas se servir, puisqu'ils faisaient de la télé normale. Et tout le monde pensait que tout le monde allait se mettre à faire des émissions de télé avec des caméras numériques. À ma connaissance, je crois que c'est la seule, entièrement faite en caméra numérique. Parce que tu es quand même relativement casse-couille, hein. J'aimerais quand même tout de même que tu dises bonjour. Rodi Palma. Bonjour Rossi. Hola Rodi. Hola Rossi. C'est vrai? Bonjour à tous. Rodi Palma. En Gisberg. Gisberg de Paris. ¿Qué tal? Rodi. Hola, ¿qué tal? Gisberg. Donc vous quittez plus alors ça y est, c'est... En aucun cas. Il n'y a plus de raison, voilà. Quand Non, on vient de se s'aime... retrouver, mais disons la même. On a dit que, C'est l'avantage quand le film sort, on reconstitue la fraternité du tournage. C'était il y a 1 an, vous n'êtes jamais donné de nouvelles, jamais téléphoné en dépit des promesses. Non, non, Ah ouais, Et 1 an après, c'est très cinéma. Ça. Fred, ça n'est pas du tout ça. On baise sur les tournages, on retrouve sa femme après le tournage et on rebaise à la promo. Ouais, c'est ça. Et on quitte sa femme après la promo et on vit avec une autre. Non, et on la revoit au moment de la sortie de la cassette vidéo du DVD. Si le film a marché, si le film n'a pas marché, on voit les avocats. On voit les avocats, Fred, on voit les avocats. Et c'était l'émission la plus branchée, c'est resté quand même l'émission la plus branchée pendant 8 ans, ce qui est un peu... 8 ans, Tu un peu dis moins oui, long que Ce soir ou jamais. Ouais. Non, mais quand tu te dis que tu es le plus branché pendant 8 ans, tu te dis c'est que vraiment les autres essayent pas de te rattraper, quoi. Et puis T'y quand... arrives pas? Voilà, oui ou non, je crois que vraiment, non, on s'est dit, ce sera celle-là, un peu comme Ce soir ou jamais, on s'est dit, c'est ça l'émission culturelle, maintenant on n'en fait plus. Hein, c'est un peu ça. Oh, il y en a quand même. Ouais, non. Il y en a quand même. Il n'y a rien qui trouvera ça. Tu regardes quoi? Non, quand mais c'est pas ce qui trouve grâce. Tu as une émission littéraire dont je sais plus le nom, qui était déjà là avant sur la 5. Elle était là avant Ce soir ou jamais, elle est toujours là. Puis c'est tout. Il n'y a pas eu de nouvelle émission culturelle. On n'a pas essayé quelque chose de nouveau, quoi. Ouais. C'était nouveau Ce soir ou jamais de faire au lieu de faire une émission où le type vient vendre son livre, on faisait un débat avec des artistes, des intellectuels. C'était une nouvelle manière de ne pas refaire apostrophe, quoi. Et donc c'était l'actualité vue par la culture. Personne. Alors il y a eu plus ou moins des gens qui ont essayé de faire des pastiches de ça depuis sur le France Télévisions, mais il n'y a pas de nouvelle émission culturelle, quoi. Mais c'est une volonté, enfin, c'est une absence de volonté de faire. Je sais C'est une pas. impossibilité parce que. Est-ce que pour toi aujourd'hui le politiquement correct rendrait possible de telles émissions? Non, je sais pas. Tu sais, quand j'ai commencé à faire Ce soir ou jamais, tout le monde disait il n'y a plus d'émissions culturelles et il n'y en aura plus. D'ailleurs, on me l'a dit, quand on m'a confié Ce soir ou jamais, on m'a dit fais gaffe, tu sais, si celle-là ne marche pas, il n'y en aura sûrement pas d'autres. Elle a marché pendant 10 ans, mais il n'y en a pas eu d'autres. Il y en a pas eu d'autres, ouais. Oui, parce que l'émission culturelle, on se dit, de toute façon, ça ne fera pas d'audience. Moi, ça a fait. Alors, ce qui était important, d'ailleurs, on m'a demandé, il faut que tu fasses une émission. On s'en fout un peu de l'audience. Alors, on a quand même fait beaucoup. Mais on veut qu'on en parle. Ce qu'on voulait, c'était qu'on parle de cette émission, que ce ne soit pas juste un point dans la nuit, comme on a vu beaucoup d'émissions culturelles à minuit, comme ça, dont personne ne parlait jamais. Le PPDA, là. Oui, il y a eu tout. Il y a eu les mots de minuit, des tas de trucs comme ça. On savait que c'était là, mais on ne savait même pas à quelle heure. Et moi, tout le monde, c'est exagérant, enfin, on en parlait beaucoup, quoi.
Donc c'était réussi aussi pour ça. Mais elle a fait quand même 800 000 téléspectateurs en moyenne pendant 10 ans, ce qui était énorme, tu vois, pour une émission aussi ambitieuse. Mais maintenant, demain, si tu as de l'ambition, je vois pas ce qui empêcherait de faire une émission nouvelle qui... À l'époque, on disait il n'y a plus d'émissions culturelles, il n'y en aura plus. Et on disait aussi il n'y a plus de débats, il n'y en aura plus. Bon, il se trouve que j'ai fait des débats que les gens ont appréciés, des débats qui renouvelaient, parce que ce n'était pas des débats avec des journalistes et des hommes politiques, c'était des débats avec des artistes et des intellectuels. Et bon ben voilà, et maintenant on dit il n'y a plus de débats, moi je trouve qu'il y en a plein, mais c'est vrai que c'est des débats avec des gens payés pour débattre. Mais demain, ça peut recommencer, il suffit de vouloir. Les gens disent la question c'est la censure. Tu es en train de me dire que demain j'organise une émission, il y a Marc Noirdab et Alain Soral, Delphine Ernotte est valide? Non, c'est pas ça. Mais de toute façon, moi déjà, on m'a emmerdé. Mais plus tard, pour Alain Soral, quand j'ai invité Alain Soral, il y avait 10 personnes devant lui, face à lui. Tout le monde trouvait ça normal. Je voudrais quand même répondre Je vous en prie. sur le vote populaire, parce que je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre du débat que nous pouvons avoir Le PC sur le fait combien? populisme. Je me fiche, là, c'est pas le sujet, là. On sera sur le populisme tout à l'heure, Jacques Rancière Mais va sur bien nous rejoindre, la mais base restons sur le Front National. Sur le Front National et sur la base électorale du Front National. En 2002, précisément, 26% des ouvriers qui ont voté pour le Front National. 23, pardon, j'ai dit 26, c'est 23. C'est le premier parti ouvrier de France après l'abstention. Le premier parti ouvrier de France, c'est l'abstention. Mais je viens de le dire, ma petite jeune fille, je l'ai écrit 20 fois. D'abord, mademoiselle et ma petite jeune fille, on va arrêter sur le plateau. Il suffit d'aller se promener sur l'ensemble des sites du Front National, sur l'ensemble des sites de discussion de proches du Front National, pour voir qu'il y a derrière ce discours apparent de Marine Le Pen sur la laïcité, sur la République, des choses qui ne sont apparemment une femme, c'est apparemment une divorcée, c'est apparemment une femme moderne. Moi, ce qui me gêne dans le Front National, c'est l'anti-islamisme, c'est tout. Voilà, pour le reste, je vois pas ce que vous pouvez lui reprocher. Elle est comme moderne comme vous, elle a fait ses enfants toute seule comme vous, elle a la même taille que vous, elle s'habille comme vous, elle a fait les mêmes études que vous, de quel droit vous la diabolisez? Comme ça, Strauss-Kahn pourrait être élu avec 65% des voix, en se faisant passer pour un mec de gauche, un protecteur des musulmans et des immigrés, face à la menace fasciste, en étant la continuation aggravée de Sarkozy dans tous les secteurs clés et dans toutes les lectures lourdes. C'est-à-dire patron du FMI, néolibéral, pro-américain, pro-sioniste. Je rappelle que cette théorie du complot est donc le protocole des sages de Sion, un livre qu'on trouve... Michel Maffezoli, c'est un argument à imposer. C'est tout. C'est tout. Tu veux pas parler d'Hitler aussi? C'est dit 5 ans après, quand on a voulu quand quelques journalistes se sont dit que j'étais devenu le prince des ténèbres, que à ce moment-là, ils ont dit oui, il a invité machin, il a invité un truc. Mais quand j'ai invité Dieudonné, il y avait la LICRA en face de Dieudonné. C'est même la LICRA qui m'a demandé d'inviter Dieudonné, parce qu'ils étaient contents de pouvoir... Bah oui, évidemment. J'ai eu 3 fois, je crois, donc c'était une des... Ouais, d'accord. Il y en a une qui est restée connue, où il y a, en fait, il y a Bournazel de la LICRA, il y a Thierry Lévy en face de Dieudonné. Tout le monde est très content de pouvoir avoir Dieudonné en face et de pouvoir lui dire son fait. Ne vous réfugiez pas derrière une liberté d'expression qu'au fond vous ne respectez pas. Alors, je trouve le procédé assez malhonnête, je vous le dis. Vous employez des mots que vous allez regretter dans un instant, mais vous vouliez la paix, on peut en sortir très facilement. Vous savez, il y a une série, il y a l'injure, et après l'injure, il y a la loi, et après la loi, il y a les coups. Et vous le savez. Donc évitez l'injure. Évitez l'insulte, de la même façon, et vous éviterez la loi et les coups. Donc ça pose aucun problème. C'est après qu'on va en faire une montagne, parce qu'à ce moment-là, on a envie de régler mon compte. Oui, mais de toute façon, toi, tu t'en foutais. Je me fous de tout. T'as jamais eu de sujet ou d'invité tabou, mais c'est quoi tu penses que t'as eu de la chance ou t'en avais vraiment rien à foutre d'être viré? Non, tu penses aussi que tu ne seras pas viré parce que tu fais ce que tu as dit que tu ferais et que tout le monde te soutient. Et j'ai toujours été soutenu par les directions successives de France Télévisions qui disaient il fait exactement ce qu'on lui demande de faire. C'est-à-dire d'inviter. Ils sont tous allés me défendre. À l'époque, quand on jamais eu un ultimatum, mais jamais eu une tentative. Mais je sais que ça va décevoir ceux qui nous écoutent en ce moment. Ah non, ça va les faire regretter une époque peut-être. Non, je sais qu'à chaque fois que je dis personne ne m'a jamais
censuré. Personne ne m'a jamais dit n'invite pas un tel. Personne ne m'a jamais dit invite machin. Ça déçoit les gens. Je suis navré, c'est comme ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'au même moment, peut-être qu'on empêchait d'autres de faire ce qu'ils voulaient. Mais comme l'a dit Bruno Patino à l'époque, qui n'était pas encore le patron de Arte, mais qui était le numéro 2 de France Télévisions, et qui on disait mais ça ne vous gêne pas que Frédéric Tadei invite un tel ou un tel. Et il a dit non, parce que c'est lui. Oui, il y a Voilà. ça aussi. Parce qu'il savait que sur mon plateau, j'écoutais ce que les gens disaient, que s'ils disaient un truc qui n'était pas correct ou qui tombait sous le coup de la loi, j'allais intervenir. Voilà, et que je ne me laissais pas dépasser, et que jamais... Il n'y a jamais eu de scandale sur mon plateau, il n'y a jamais eu de... Jamais personne n'est parti en colère. Si, une fois, Guy Bedos. Ah ouais? Oui, mais parce qu'il y avait trop d'humoristes sur le plateau. Alors, il m'a dit, c'est pas pour rien que je fais du one-man show. Il est parti. Ouais. J'avais eu de départ de trucs. Jamais. Il n'y a jamais eu de procès, il n'y a jamais eu un truc qui a été dit sur le plateau Ce Soir ou Jamais, où les gens, le lendemain, comme c'est arrivé des milliers de fois dans des milliers d'émissions, vous vous rendez compte, il a dit ça et l'animateur ou l'animatrice l'a laissé dire. Jamais sur Ce Soir ou Jamais, quand les gens ont dit des énormités, j'étais là. Donc le secret, c'est de savoir bien gérer son émission. C'est de comprendre ce que les gens disent. Déjà, c'est beaucoup. Ouais. Tu vois, savoir aussi pourquoi tu les invites. Et puis aussi, quand tu mets quelqu'un qui est une forte tête, on va dire, il faut qu'il y ait des fortes têtes en face. Tu laisses pas de tribune aux gens. Tu vois, tu laisses pas un mec, Soral ou Dieudonné, ils avaient beaucoup de monde en face d'eux. Beaucoup. Et des gens de calibre. Ouais. Il y a eu Éric Zemmour, il est venu, en face de lui, il y avait des gens de taille. Ça a donné des vrais débats. Éric Zemmour, c'est ça la grande bataille idéologique d'aujourd'hui? J'ai écouté l'homélie du père Attali et je suis encore un peu ébloui. Il y a les méchants et les gentils. Il y a les vilains qui veulent la pureté, la purification, l'horreur, quasiment le nazisme. Et puis, il y a les gentils qui sont bienveillants, qui sont altruistes. Oh, c'est beau, sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. Surtout, ça fait fi de ce qu'on est. Non pas de ce qu'on devient, mais de ce qu'on est. Auguste Comte disait « Les morts gouvernent les vivants », monsieur Attali. Et Raymond Aron ajoutait « L'histoire est tragique ». Et ça, vous l'oubliez. Vous parlez pour un homme hors sol. Vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports. Mais ça, il n'existe pas, à part vous, monsieur Attali. Il y a des gens qui sont là depuis 1000 ans, et qui ont envie d'être là encore 1000 ans, et qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali. Excusez-les, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'être submergés, ils n'ont pas envie d'être remplacés. C'est con, hein, je reconnais, c'est bas et c'est pas tellement altruiste. Mais c'est leur vie, vous comprenez? Et ils n'ont pas envie que monsieur Attali, le père Attali, vienne leur dire vous êtes des nuls, vous êtes des médiocres, vous êtes des racistes, vous êtes des xénophobes, vous n'êtes pas des bienveillants. Eh ben non, ils ne sont pas bienveillants. Parce que les autres non plus ne sont pas bienveillants. Exactement dans le discours de ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes je sais que c'est à moi que vous parliez, je ne suis pas complètement débile, vous savez. Se parler au public, pas à vous. Non, c'est à ceux qui nous écoutent. Non, ne soyez pas narcissique au point de croire. Non, là, ça, je vous laisse le narcissisme. C'est de vous que je l'ai appris depuis 30 ans. Je ne vous parlais pas à vous, je parlais en général. Mais voyons. Mais vous faites partie de ceux qui considèrent qu'en effet, une fois après être admis dans un club, il est bon d'enfermer la porte pour que les autres n'en soient pas. Et ça, c'est insupportable. Monsieur Attali, la France n'est pas un club. C'était pas un type tout seul avec un animateur qui vient lui mordre les mollets, comme ça arrive souvent. Donc ce serait quoi le conseil que tu donnerais à des jeunes là qui regardent, qui voudraient se lancer dans le métier de l'animation pour savoir cadrer un débat, pour savoir en tirer le mieux sans avoir les emmerdes? Et tu n'as pas d'emmerde si tu sais ce que tu fais. Justement, puisque tu n'en as pas eu. Il faut savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Il faut faire un débat dont tu comprends les enjeux et les tenants et les aboutissants. Il faut comprendre... savoir pourquoi tu invites les gens et qu'ils ne soient pas d'accord entre eux. Il faut que tu sois d'aucun bord, d'aucun côté. Tu n'es ni le défenseur ni le procureur de personne. Tu n'avantages personne. C'est ce qui fait qu'ils ne se sentiront pas obligés de hurler ou de partir. Parce que... Il ne s'agissait pas de mon livre. Je parle de Maurice Barrès pour dire qu'à un moment donné, le discours romantique de l'appartenance, l'importance donnée par le rôle donné par les romantiques à l'appartenance face à l'idéologie d'un homme des Lumières,
conçu comme son propre fondement, Maurice eh bien Barrès ce et discours... tout. Non, non, laissez-le. Taisez-vous, Non, Maurice non, Barrès, Abdel Rauf Dafri. Maurice Barrès est tout sauf romantique. Mais il a hurlé, mais contre un animateur, pas, Oui. contre un invité, pas contre moi. Oui. Et il n'est pas parti, et ils sont même sortis, pas en mauvais termes. Ah ouais. Ouais. Mais ils s'en est beaucoup voulu. D'ailleurs, il me dédicaçait pendant un certain temps tous ses livres de la part de Taisez-vous, écrit en capitale. C'est vrai, mettez ça, c'est bon ça. Oui, mais il y a beaucoup d'humour, Finkielkraut. Et donc, il regrettait. Mais voilà, il faut que tu écoutes ce que les gens disent. Il ne faut pas que tu sois en train de lire la fiche que quelqu'un d'autre t'a écrite avec la prochaine question. Parce que ça, c'est terrible. Alors, je vais ranger ça. Voilà. Si tu as écrit tes fiches, normalement, tu peux t'en souvenir. Donc tu peux les lire. Mais la plupart du temps, c'est pas l'animateur qui a écrit sa fiche, donc il déchiffre un peu sa question. Et pendant ce temps-là, l'autre répond. Il répond n'importe quoi. L'histoire de le parfumeur qui, à un moment, dit un truc horrible sur les Noirs. Je ne sais pas si les Noirs ont tellement travaillé. Une phrase que tout le monde reprend, qui scandalise tout le monde. Qu'est-ce qui vous séduirait si on devait vous faire un parfum? Et elle m'a dit, j'aime le jasmin, la rose et le santal. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... Ça... Et au bout d'une 33e essai, j'ai trouvé que ça sentait assez bon pour lui présenter. Le problème, c'est que l'animatrice, ce jour-là, elle l'a pas entendu. Elle était en train de lire ses fiches. Et c'est le lendemain, en lisant les journaux, qu'elle a découvert ça, ou peut-être en lisant les tweets après, qu'elle s'est rendu compte qu'on avait dit ça sur son plateau. Elle n'écoutait pas. Moi, quand tu es venu dans mes émissions, quand tu parles, je te regarde dans les yeux. Tu vois, tu peux me parler, tu peux parler à l'autre en face, mais tu sais que je te regarde dans les yeux et que je t'écoute. Et tu n'es pas tout seul. Tu vois, tu vas pas partir. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Mais du coup, alors tu dis, il n'y a pas eu de pression. Donc tous ceux qui disent Delphine Ernotte, elle a coupé l'émission parce que c'était trop sulfureux, ils disent de la merde. Ça, j'en sais rien. Ça, c'est la présidence suivante. Mais à ce moment-là, Ce soir ou jamais s'arrête. Oui. La raison pour laquelle on a arrêté Ce soir ou jamais, moi, j'estimais que quand j'ai commencé Ce soir ou jamais, Patrice Duhamel m'avait dit, tu t'en prends pour 10 ans. J'ai dit, bon, très bien, 10 ans, c'est parfait. J'avais fait 8 ans Ce soir Paris dernière. Je me suis dit, 10 ans, c'est très bien. Et au bout de 10 ans, pourquoi il avait dit 10 ans? Il avait dit 2 fois 5 ans, 2 présidences. Et effectivement, sur le deuxième mandat, celui de Pierre Fimelin, déjà, j'étais plus qu'une fois par semaine. Et puis après, le mandat suivant. Pourquoi on a arrêté Ce soir ou jamais? Sans doute parce qu'on pensait qu'on allait faire mieux, et peut-être parce qu'on a trouvé ça trop sulfureux, peut-être aussi parce que c'était une année présidentielle et qu'on se disait, j'en ai fait 2, hein, présidentielle. pourtant. J'ai fait Sarkozy et j'ai fait Hollande, personne ne s'est plaint, mais on se dit toujours, oh là là, laisser des artistes, des intellectuels pouvoir parler autant qu'ils veulent sur une présidentielle, c'est peut-être risqué. Je ne sais pas, j'ai jamais posé la question et je m'en fiche. J'ai pas de regret particulier. J'ai beaucoup aimé faire ça, je l'ai fait 10 ans, c'est bon. Et l'autre émission que tu as arrêtée, donc c'est ce que tu faisais sur RT. Alors celle-là, je l'ai arrêtée. Là, c'est pour des raisons, morales, personnelles. Donc je l'ai dit, hein, je l'ai arrêtée parce que je pensais que la guerre allait éclater, et que même si Vladimir Poutine n'envahissait pas l'Ukraine, puisque j'ai démissionné 3 jours avant, de toute façon, étant donné ces dernières déclarations, la veille, je savais qu'il se retrouvait en conflit ouvert avec la France. Et que donc, à partir de ce moment-là, je trouvais plus tenable de faire une émission de débat sur une chaîne russe si le conflit était... voilà. Et ce que certains ont interprété comme du nationalisme. Madame Sonia de Villiers qui a dit que c'était du nationalisme. Non, quand le boucher Poutine n'était pas en guerre, ça ne dérangeait pas Tadei, mais alors maintenant, ça y est, il se réveille avec une crise de conscience. Et du coup, ces cons-là sont allés dire que tu étais nationaliste. Non, elle a dit. Elle, oui. Non, mais c'était pas la seule. Je pense pas qu'elle le croyait, ce qu'elle a dit. C'est juste que quand j'ai commencé Interdit d'interdire sur RT, c'est elle chez qui je suis allé faire une longue interview dont elle n'a pas gardé que des bons souvenirs. Mais pourtant, c'était mal rigolo. passé. Non, c'était très bien passé, mais c'était plutôt rigolo. Mais je sais pas, et c'est elle que j'ai dit, elle m'avait dit, mais qu'est-ce qui vous ferait partir d'RT? Et j'ai dit, s'il y a une guerre. Alors elle avait ricané, parce qu'il ne peut pas y avoir une guerre avec la Russie. Et j'ai dit, oui, mais on ne sait jamais. Et s'il y a une guerre, je partirai.
Quelques jours avant de commencer sur RT, Frédéric Tadei m'avait donné une interview. Est-ce que quelque chose pourrait provoquer votre départ de Russia Today ? Bien entendu. Quoi par exemple ? Une guerre entre la France et la Russie. Il y en a tellement qui ont l'air de la souhaiter. Je veux dire, pour abattre un tyran pareil, ça vaudrait le coup, non ? Qu'est-ce que vous pensez de Vladimir Poutine ? Franchement, rien. On appelle ça avoir de la constance. Frédéric Tadei est un intervieweur subtil, un esprit cultivé, le génial animateur de la parfois géniale Ce soir ou jamais, émission de débat malmenée puis déprogrammée par France Télé. Il s'était rabattu sur RT, lui apportant notoriété et légitimité à cette chaîne étrangère qui voulait s'implanter, la chaîne créant un espace à la mesure de l'animateur qui voulait continuer à exister. Frédéric Tadei avait intitulé son émission « Interdit d'interdire », postulant une entière liberté de parole, tant pis si c'est pour le compte d'un média financé par un régime qui interdit et muselle à tout va. De fait, Tadei a continué de recevoir des gens souvent intelligents et a mené des débats sur 1001 sujets. Peu importe la féroce répression qui s'est pendant ce temps-là abattue sur les journalistes et activistes russes opposés à Vladimir Poutine, du moment que son micro à lui demeure ouvert. La seule limite morale, vous l'avez entendu, que s'était fixée Frédéric Tadei et à laquelle il se tient, c'est la guerre. C'est la patrie en danger. Le nationalisme pour valeur cardinal. Le nationalisme avant la démocratie, avant les droits de l'homme, avant la liberté d'expression et plus simplement avant la solidarité. C'est un choix, il mérite d'être décrypté. Voilà, ils peuvent te traiter, tu t'en fous de ce qu'on dit de toi. Oui, à peu près, oui. À peu près, oui. En tout cas, qu'est-ce que tu fais ? Dès l'instant que tu fais un métier public, notamment que tu fais de la télévision, politique, c'est pire encore. Mais juste après politique, je fais de la télé. Moi, j'ai eu un régime quand même assez extraordinaire. Pendant quasiment les deux tiers de ma carrière, on ne fait que m'encenser. Mais on m'encensait tout le temps. Bien sorti, tout le temps, j'étais extraordinaire. Tout le monde, les gens se sentaient, parce qu'il y a un processus de mimétisme. Si tout le monde dit du bien de toi, les autres se disent, je ne vais pas commencer à en dire du mal. Il y en a un ou deux qui ont dit un peu de mal. Tout de suite, on les pourquoi tu dis du mal de Frédéric Tadei, qui est un saint. Et puis après, il y a eu une espèce de révolte. Il y a un petit noyau qui s'est dit non, quand même, il faut lui régler son compte. C'est qui alors ces gens ? Peu importe. Et donc là, il a commencé à devenir un peu mieux de dire du mal de moi. Et puis là, normalement, et puis après, j'étais plus à France Télévisions, donc là, tu pouvais y aller. Parce que j'étais plus. T'as envie d'y revenir ? Non, pas spécialement. Mais... Non, pas spécialement. J'ai pas de. Il y avait quand même une différence, quoi. Quand on a connu le Tadei de Paris dernière et de Ce soir ou jamais, moi j'ai adoré aller dans ton émission sur RT. Mais pourquoi les murs ils sont en verre ? Pourquoi les canapes ils sont... Enfin, il y a un truc qui va pas dans la lumière, dans le décor, dans le... Tu vois. Sur RT ? Ouais. Enfin, c'est vachement joli. Non, mais c'est vachement joli, mais il manque un public, déjà. Ça change. Moi, j'aime bien aussi. Enfin, moi, j'aime tout. Moi, j'aime pas refaire les choses. Donc, pas refaire les choses. Quand j'ai fait Interdit d'interdire, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? C'est encore une émission de débat, je vais pas refaire Paris dernière, Ce soir ou jamais. De toute façon, je n'en avais pas les moyens. C'était pas le même budget. Ouais. Donc, tu fais autre chose. Et t'essayes qu'il y ait un avantage à faire quelque chose moins cher, avec moins de gens. Et j'ai trouvé que c'est une émission qui était finalement plus pédagogique que Ce soir ou jamais. Pourquoi ? Ce soir ou jamais, il y avait beaucoup d'effets de manche. C'était plus tard dans la soirée. Il y avait plus de monde. Ouais. Il y avait un public, même si le public, on lui avait demandé de ne pas applaudir. Tiens, je peux prendre une de tes cigarettes ? Vas-y, je t'en prie. Tu jures que c'est pas de la drogue ? Non, ce n'est pas de la drogue. Parce que je suis contre les drogues douces. Ah oui, soit on prend de la dure, soit on n'en prend pas, c'est ça ? Au moins... Ah mais va animer une émission sous opium. Si tu veux du... Tu veux de l'effet. C'est pas pour autant qu'il faut en prendre tout le temps. Mais je veux dire, de là à prendre de la drogue, je comprends pas qu'on prenne des drogues douces. Mais en fait, là, c'est du tabac, c'est une drogue dure. Ça va, c'est bon. Ça, c'est n'est-ce pas, Twitch ? Mais en fait, c'est dingue parce qu'on a envie de voir derrière la neutralité que t'as autre chose, en fait. Quand t'invites Nab... savoir ce que je pense vraiment. Non, mais... Quand t'invites Nab... s'en fout. Tous les autres problèmes... Moi, pour moi, le souci, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit, ce qui serait intéressant avec cette affaire, c'est de bouger le discours juridique sur un discours moral et d'éthique. Quelle est votre responsabilité de terminer un débat sur cette question de la liberté d'expression et d'inviter un antisémite sur ce plateau ? Parce que Marc-Édouard Nab a publié, il n'a même plus d'éditeur,
tellement ces textes sont antisémites. Mais voilà, je vous dis, vous terminez l'émission. Je ne termine pas l'émission, je la termine avec vous. Il est venu à part. Il est venu et vous donnez la parole et une tribune. Donc il y a une part de responsabilité, comme Soral, comme Renaud Camus, comme tous ces gens-là. Je ne peux pas ne pas vous le dire. Marc-Edouard Donab a publié des dizaines de livres, des milliers de pages pour lesquels il n'a jamais été condamné. Excusez-moi. Quand t'invites Nab, quand t'invites Dieudonné, quand t'invites Soral, quand t'invites... Mais c'est toujours les mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas une fascination? Toujours les mêmes qu'on cite. Est-ce qu'il n'y a pas une fascination pour tous ceux qu'on n'assimile pas à cela et qui sont tous aussi subversifs. J'ai invité des mecs de l'autre côté qui étaient extrêmement... Une des plus subversives, c'est qui glaçante, c'est la Guénolé, c'est le réquisitoire de Guénolé contre... Ouria Bouteldja. Ouria Bouteldja, où là, c'est silence sur le plateau. Mais j'ai invité des gens, des contestataires, ceux qu'on n'entendait pas ailleurs, sur tous les sujets. Donc la première fois qu'on a vu des économistes anti-euro à la télé, c'était dans Ce soir ou jamais. Tout le monde était là. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des mecs qui disent que l'euro, c'est pas bien. Bon. Il y a des pays qui profitent de l'euro. Ça n'est le cas ni de la Grèce, ni de l'Italie, ni de l'Espagne, ni de la France. Ces 4 pays sont des pays à qui l'euro a nui. Qui n'ont pas la profiter de 99 à 2008 et nuit maintenant. Si vous voulez, tout à fait d'accord. Bon. Et la France s'est privée d'un levier précieux qui est le levier monétaire, et bien les difficultés actuelles, les difficultés du moment seraient levées si nous avions encore un moyen d'action sur la monnaie que nous n'avons pas. Le Japon vient de le prouver. Pas de souci, d'accord avec ça. D'accord, d'évaluer une monnaie nationale, c'est un ballon d'oxygène dont nous nous sommes privés. Le gouvernement actuel, le pouvoir actuel en France, comme dans d'autres pays, c'est lier les mains. Et il dit, on n'y peut rien, c'est comme ça, on ne reviendra pas en arrière. Et beaucoup de gens disent, quitter l'euro, ce serait bien difficile, ce serait bien délicat, ce serait bien monstrueux, etc. Donc continuons à absorber ce poison qui nous tue, qui asphyxie l'économie, etc. Et c'est pareil, j'ai invité, je sais pas, Françoise Héritier. Je pense que quand elle est morte, ils ont été obligés de passer des images de Ce soir ou jamais, parce qu'elle était jamais dans aucune autre émission. Papendiaï, à mon avis, si la seule fois où il a dû passer sur la télé publique avant de devenir ministre, c'est dans Ce soir ou jamais. La plupart, où ça va jusqu'à Chomsky, en passant par à peu près toutes les tendances. Tu as eu j'ai eu tout le monde, dans tous les domaines. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de la fascination ? Non. Non, aucune. Et il y a des préférences ? Si tu as des... Alors, quel que soit le nom de l'émission, si je vais te dire, est-ce que tu as trois moments où tu as pris ton pied particulier ? Tu sais, j'ai fait 750 émissions de Ce soir ou jamais. 750. Pivot n'a fait que 725 apostrophes. C'est pas vrai. T'as tenu les comptes ? Il y avait un objectif de le battre ? Oui. Ah, bah voilà. Je vais faire l'émission culturelle la plus longue de l'histoire de la télé. C'est la plus longue. Donc... Pollack, j'en ai eu combien des droits de réponse ? Non, même pas. Et puis, c'était pas une émission culturelle. Mais... Non. C'est quoi ? C'était une émission qui se voulait des débats d'actualité, d'infos. Enfin, il y avait un petit reportage fait par des journalistes qui t'expliquaient le bien, le mal. Et puis après, il y avait un tribunal populaire qui jugeait un type avec 40 types qui l'accusaient. Ouais, ça, tu voulais pas, toi. Non, j'ai jamais fait ça, moi. Mais j'aimais beaucoup droit de réponse, mais c'est pas du tout ce que j'ai fait, effectivement. Mais là, pourquoi ça pouvait virer mal ? Parce que tu avais 40 personnes et il y en avait qui étaient tout au fond et qui n'en donnaient jamais la parole. Pourquoi l'enterrement d'Harakiri ou de Charlie Hebdo, je me souviens plus, ça se passe mal ? C'est parce que les fondateurs, le professeur Cheron, il est tout au fond. Pourquoi tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire ? Ça ne veut plus rien dire, les lycéens. C'est des merdeux. Alors il faut des trous du cul. Des cons. Merci Cheron. Oui, qui gueule. Oui, lui, il n'a pas le droit de parler, lui. Il est là juste pour faire joli. Ouais. Et voilà, moi, c'est jamais arrivé dans Ce soir ou jamais. Tout le monde a parlé autant. Le plus connu et le moins connu. Ouais. Et quel que soit leur bord. Et il y avait toujours en face des gens pour leur répondre. Donc, mais tout ça pour te dire que j'ai pas de... Il y a des tas de moments dont je me souviens. Et parfois, moi, j'ai des très bons souvenirs. Voilà, c'est ça, des bons souvenirs. Que personne n'a vu. Justement, comme ça, les gens, ils vont aller les voir. On les mettra à la post-prod. Non, parce que je crois que personne ne les a enregistrées à ce moment-là. Elles sont à l'INAM, mais c'est tout. Je me souviens d'une émission où j'avais invité que des gastronomes chinois. Parce qu'on m'avait dit, il ne faut surtout pas faire une émission où il n'y a que des Chinois parce que personne ne regardait. Alors, donc tu l'as fait ? J'ai fait une émission avec que des Chinois. Pourquoi des gastronomes ? Chinois, hein.
Parce qu'il y avait, je sais plus, un salon ou un truc qui faisait qu'il y avait des gastronomes chinois qui étaient là. Et je me suis dit, ça va faire une bonne émission. Et vu qu'on a plus de restaurants chinois que de pharmacies en France, je me suis dit, ils vont nous dire ce que c'est que la vraie gastronomie chinoise. Et alors, ils nous avaient expliqué notamment que tous nos restaurants chinois n'étaient pas des restaurants chinois. Oui, c'est vrai, ouais. D'ailleurs, ils étaient tenus par des Vietnamiens et puis que de toute façon, c'était pas des cuisiniers et que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on mange en Chine. Ce qui est vrai, dès l'instant où tu vas en Chine ou même au Vietnam d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange ici. Ouais, le nem, c'est pas chinois, c'est viet. Non, mais c'est surtout que c'est pas accommodé de la même manière. Là, nous, on a des versions aseptisées pour que nous. Et eux aussi ont une version aseptisée de notre bouffe, donc sans doute, voilà. Mais c'est marrant parce que les Vietnamiens c'est très disent... pénible à filmer. Ça oui, alors il faut tirer dessus tout le temps. C'est ça le problème. Ouais. C'est que sinon ça s'arrête. Ouais. Et puis il n'y a rien dedans, non comme tabac, c'est tout petit, non Bah, c'est très fin, non C'est fin, c'est plus. Bah oui, mais ça dure plus longtemps. Je déconseille aux gens d'utiliser ça. Oui, non, mais c'est parce que là, on n'avait vraiment plus rien en fait. Sinon, on peut envoyer la prod, acheter un paquet de clopes en bas. Hein. Voilà, on va faire ça. Un vrai paquet de clopes. Des blondes. Des blondes, eh ben très bien. Un truc qui commence par un M, un truc qui commence par un G, un truc qui commence par un L, un truc qui commence par... Ce que vous voulez. Oui, rouge. Bah, c'est pareil que pour la drogue, on va pas faire semblant, sinon c'est pas drôle. Non. Merci. Et donc quand tu pars de RT, c'est... C'est bien parce que moi quand je faisais Ce soir ou jamais, parce que j'aurais jamais pu envoyer le réalisateur m'acheter des clopes. Pourquoi parce que sans le réalisateur, l'émission s'arrêtait. Parce qu'il y avait plein de caméras, tu vois, c'est des... Et du coup, maintenant, tu viens sur Internet. Alors, au-delà de l'interview qu'on fait là, tu m'as dit que tu t'étais mis au podcast. Je suis désolé de ne pas être au courant. Je lance avec des jeunes de votre âge, l'Immédiat, LYMEDIAS. Et on lance un catalogue de podcasts. On est partout, sur Apple, sur Deezer. Mais pas sur YouTube, pas sur Twitch. Non. Alors, il y a des extraits qui passent sur les réseaux sociaux, parce que c'est filmé, mais c'est de l'audio. Ouais. Et ils sont très contents, parce qu'en 2 mois, on a fait plus de 36 millions de vues. En 2 mois ? Ouais, 36 millions. Mais attention, tout ce qui est interaction avec notre contenu. Il n'y a pas 36 millions de gens qui ont écouté toutes les émissions. Il y a 36 millions de gens qui ont... 120 millions en 8 ans, je suis dégoûté. Ils ont interagi avec nos contenus. Ouais, voilà, ok, d'accord. Mais t'as pas eu l'envie du... C'est quoi ? C'est juste parce que... T'attends que la technique soit au niveau ou à un moment tu vas te dire je me mets sur YouTube, je me mets sur Twitch, je me mets sur... Non mais moi j'ai pas envie de faire de la télé pour faire de la télé parce que pour moi YouTube... Parce que c'est marrant, c'est que tu disais tout à l'heure c'est de la télé pour toi. C'est de la télé, il n'y a pas de différence. C'est de la télé sauf que la plupart je vois mon fils, il regarde de tel ou tel truc sur YouTube et je dis tu sais c'est de la télé parce qu'il sait pas d'où ça sort. Donc, mais c'est quand même de la télé, c'est pas parce que t'es pas sur France Télévisions ou sur TF1 que c'est pas de la télé. C'est de la télé. Pourtant tu payes pas la redevance. Oui, mais c'est pas ça qui fait la télé, ouais. La redevance, c'est pour financer le service public. Donc toi, t'es pas le service public, tu touches pas la redevance, mais tu fais quand même de la télé. Canal+ touchait pas la redevance, c'était quand même de la télé. Ouais, d'ailleurs, quand j'étais à Canal+ et que le slogan c'était quand vous êtes sur Canal+, vous n'êtes pas en train de regarder la télé. C'était une connerie. Ça me faisait rigoler et je n'arrêtais pas de me moquer de cette pub. C'était de la télé comme le reste. De la télé. Ouais. Et quand tu regardes. Un spectacle de stand-up sur Netflix, c'est de la télé. C'est retransmis à la télé, c'est diffusé à la télé. Oui, c'est même d'ailleurs souvent adapté pour pouvoir spécifiquement tourner sur la télé. Ouais. Sans doute. Sans doute. Et alors du coup, tu fais quoi dans cette nouvelle émission ? Je suis directeur de la qualité. Non, du catalogue. J'ai fait. Non, mais quelle forme ça prend ? Parce que vu que tu fais jamais 2 fois la même chose. C'est très compliqué parce que là, si tu veux, tu changes de paradigme. Quand tu fais les podcasts pour moi, c'est l'avenir proche de la télé et de la radio. C'est-à-dire que Internet, ça consiste à supprimer les intermédiaires. Donc là, on va supprimer les chaînes et les stations. Les animateurs vont proposer directement leurs émissions aux spectateurs ou aux auditeurs sans plus passer par une chaîne de télé. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça change ? Alors déjà, tu n'as plus l'ARCOM. L'ARCOM ? Oui, enfin, la haute autorité. Ah oui, Ça s'appelle le CELSA, Je connais même pas les noms des mecs, dire à quel point ils sont à l'époque où j'avais beaucoup d'ennuis avec eux, c'était Paris Dernière. Donc là, je les connaissais, mais maintenant, j'ai plus d'ennuis avec eux. Et donc, tu n'as plus tout ça, et tu n'as plus d'histoires d'horaire. Enfin, tu connais ça, toi. Ouais, voilà. Tu fais quand tu veux. Même si les gens sont quand même habitués à une régularité qui fait que quand tu as un horaire fixe, ça se voit sur l'audimat quand même. Sans doute. D'ailleurs, nous, on poste nos nouvelles émissions le vendredi. Les nouvelles partent. Mais qu'est-ce que ça change ? Ça change quand même des trucs. Alors après, ça va changer le contenu. C'est déjà en train de changer le contenu. Il faut commencer à se dire, qu'est-ce que je peux faire là que je ne pourrais pas faire à la radio ?
Ou je ne pourrais pas faire la télé si demain je fais des émissions de télé sur le podcast. Et c'est ça qui m'intéresse de réfléchir à ça. Ouais. Ça m'intéresse de réfléchir à... Par exemple, sur le podcast là que je fais en ce moment, pourquoi ? C'est des interviews d'une demi-heure. Okay. Et je veux que ce soit des conversations et qu'il n'y ait pas j'essaye qu'il n'y ait pas mes invités n'ont pas d'actualité. Que ce soit comme des conversations comme ça qui pourraient être faites n'importe comment. À n'importe quel moment, puisque ça peut être écouté dans 1 an ou dans 2 ans. Donc je joue là-dessus. Et puis je dis jamais bonjour, parce que j'en peux plus qu'on dise bonjour à la radio. Pourquoi ? Quand tu écoutes la radio, tout le monde se dit bonjour tout le temps. Mais je suis l'animateur, bonjour. Hein. Alors en plus ils disent tous bonjour à tous. Je supporte pas bonjour à tous. Alors je reçois un premier... Ah oui, bonjour à l'audience, pas à l'invité. Voilà, moi, le chroniqueur arrive. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Et ensuite la météo, bonjour à tous, etc. Et quand tu es sur des chaînes de radio d'information continue, ils reviennent 50 fois par jour. C'est toujours les mêmes. Et ils se redisent bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. C'est plus que ça la radio. Bonjour à tous. Donc je me suis dit, tiens, je vais changer ça, on va plus dire bonjour. D'accord, c'est déjà... C'est un petit pas. C'est un petit pas, ouais. Un petit pas. Non, mais c'est intéressant parce que tu essaies d'avoir une réflexion sur qu'est-ce que justement on peut faire de spécifique. Vu que pour toi, il n'y a pas trop de limites à la télé, donc du coup... Non. Et quand je regarde ce qu'était Canal+ au départ, Canal+, ils arrivent, pour la première fois, tu dépends plus de la comment on appelle ça ? La redevance, justement. Les gens disent tous bonjour, du coup, ils sont pour te faire chier, mais... Et il n'y a plus de redevance. Et tu es une télé par abonnement. Et au début, ils font de la télé comme on en fait au même moment sur Antenne 2 ou sur TF1. Les premières émissions de Canal, c'est pas très innovant. Hein. Et puis assez vite, ils se disent, mais attends, nous, maintenant, on vit des abonnements. On n'a plus du tout les mêmes obligations vis-à-vis de l'audience. C'est plus la même chose. Et là, les émissions commencent à changer. Le paradigme change parce que Canal+ ne vit plus de la même manière. Le modèle économique a joué sur le ton de... Oui, le modèle économique change tout. À partir du moment où Netflix arrive, Canal+ est obligé de bouger aussi. Netflix change le paradigme. Tout à coup, ce qu'on veut, c'est, quand on va sur le stock, on veut qu'il y ait beaucoup de programmes proposés. Et c'était pas la question du temps de Canal+. Du temps de Canal+, on voulait pouvoir revoir le même film à des horaires différents toute la semaine. Hein, avec le petit bonus du premier samedi du mois, qui était quand même une valeur ajoutée. Et puis tu avais Nulle part ailleurs qui était là, où c'était la vitrine et on te disait venez, abonnez-vous à Canal+. Voilà. Et ce paradigme-là, il est fini. Il faut inventer un truc. Tu le regrettes ? C'était comme ça. Il n'y a pas à regretter ou pas regretter. Moi, j'ai été très heureux à Canal+. Mais à un moment, ça évolue, ça change. Et c'est ça qui est très intéressant. Aujourd'hui, c'est quoi la plus grande chaîne de télévision du monde ? C'est une chaîne qui n'a pas de caméra, pas de studio et qui s'appelle YouTube. Voilà. Et ça change beaucoup de choses. Même si c'est pas vraiment une chaîne, ce sont plein de petites chaînes qui sont... C'est une chaîne. Aujourd'hui, le concurrent, pourquoi est-ce que TF1 veut s'allier avec M6 ? C'est par rapport à YouTube. C'est le concurrent de TF1 et d'M6, c'est YouTube. Voilà. Ils se partagent le marché publicitaire. Et comment faire pour que YouTube ne nous prenne pas toute la pub ? Il faut s'allier. Il faut être plus gros pour avoir une chance de résister. Tu penses que cette télé à l'ancienne, elle va... Mais de toute façon, elle va s'adapter. Enfin, j'espère pour elle. Oui, pour si elle trouver, le fait pas, ça va être compliqué. Moi, en même temps, ça fait 10 ans qu'on entend que la télé est morte. Donc, non, c'est... Aujourd'hui, on va de plus en plus aller vers une télé de niche. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que une télé de niche, c'est qu'au lieu de penser, si tu veux, le temps où TF1 pouvait espérer 40 ou 45% de part de marché, c'est fini. Il y a trop de possibilités. Comme on le disait tout à l'heure, il y a trop de concurrence. Tout est concurrence avec tout. Donc, tu ne peux plus faire 35% à part une finale de Coupe du Monde ou même la soirée électorale, plus personne ne la regarde. On l'arrête à 21h30 ou à 22h et on met un film, une grosse comédie populaire pour pas que les gens se tirent. Oui, TF1 avait déprogrammé un des débats de la dernière présidentielle pour mettre les visiteurs. Là. Oui, je crois que là, il y a eu camping. Là. Il y a eu camping ou un truc comme ça. Les gens préfèrent, en fait. Oui, c'est-à-dire 1 heure, c'est bon, quoi. Après, de toute façon, ils vont pas dire des trucs passionnants. Bon. Et en plus, c'est vite daté. Donc, sur cette télé de niche maintenant, moi j'aimerais faire... J'avais dit ça. En fait, maintenant, il faut plus compter les téléspectateurs, il faut les peser.
pèse les téléspectateurs. Ben oui, il faut savoir par qui t'es regardé. Tu sais, par exemple, on a toujours dit France 4, là, la chaîne des jeunes, c'est ça, c'est la chaîne des jeunes, France 4. Elle n'existe plus maintenant. On disait ça marche pas, elle fait que 0,2% de part de marché. Ou je sais pas quoi, je dis des chiffres. Ouais. Je dis mais ça n'a aucun sens, il faut voir combien elle fait chez les jeunes. Si elle avait fait 90% chez les jeunes, c'était une chaîne géniale. Moi, j'adorerais faire une chaîne où il y aurait 2000 personnes qui la regarderaient seulement. Mais que ce soit les 2000 milliardaires de la planète. Là, je peux parce que là, tu les pèses. Là, tu dis, attends, si je fais une émission qui intéresse les 2000 milliardaires de la planète, mon influence est considérable, tu vois, beaucoup plus grande que celle de Laurent Delahousse. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais c'est pour ça, il faut peser. Quand je dis peser, c'est pas leur donner plus de valeur qu'ils n'ont. C'est juste de savoir qui te regarde. C'est Hanouna qui le fait, ça, à la télé des jeunes. Mais Hanouna, il a compris beaucoup de choses à la télé d'aujourd'hui. Pour toi, c'est un escroc, c'est un génie, c'est quelqu'un qui est totalement en phase avec la télé telle qu'elle est en train de changer aujourd'hui. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il fait n'a aucune importance, à mes yeux, je m'en fous. Mais il pense à ça, il réfléchit à ça, il fait de la télé qui est constamment branchée sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est sa manière à lui de faire de la télé adaptée à notre époque. Tu peux pas faire toujours de la télé indéfiniment comme on en faisait en 1980. Tu vois, si tu regardes une émission littéraire aujourd'hui, c'est exactement la même que celle que faisait Bernard Pivot en 1975. Ouais, pourtant, quand tu demandes aux gens ce qu'ils regrettent le plus, c'est les émissions de cette époque. Oui, mais tu sais bien comment ça c'est la différence entre attitude et comportement. Si tu dis aux gens, qu'est-ce que vous voulez à la télé, ils vont tous te dire des émissions culturelles haut de gamme. Et puis, qu'est-ce qu'ils regardent à la fin ? Bizarrement, la télé-réalité. Ils regardent la télé-réalité, les Marseillais ou le Big Deal. C'est la différence entre attitude et comportement. Alors, quand tu lui dis qu'est-ce que vous regrettez, ils vont tous te dire ce soir ou jamais. Voilà. Ce soir ou jamais. Bon, ils n'étaient jamais que 800 000 à regarder. C'était pas toujours les mêmes. Je me rends pas compte si c'est beaucoup. 800 000 pour une émission quand même très haut de gamme. À cette heure-ci, oui, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Mais tu peux toujours te dire que tu ferais mieux avec autre chose. Ça s'est pas révélé exact. C'est pas révélé exact, non. Mais c'est étonnant que tu... Alors, pour toi, il n'y avait pas de censure. Mais il y en a quand même qui la vivent. J'en sais rien. Oui. Tu sais, il faut se méfier de l'autocensure. C'est ça, justement. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus... Les gens n'arrêtent pas de te dire qu'on les a empêchés de faire ceci ou cela. C'est pas toujours vrai. Hein. Des vraies tiges. C'est une façon de s'excuser, c'est le cas de le dire, de ne pas avoir fait... avoir le courage de faire ce qu'on voulait faire. Oui, alors après, courage, merci, voilà. C'est génial, formidable. Voilà. Tu veux une vraie cigarette enfin. On est dans les années 70. Fais attention, tu sais que ça va te paraître un peu fort. Oh, le salaud. Ah oui, on n'a plus l'habitude. Qu'est-ce qu'il a pris ? Il les a pris c'est encore marqué entre deux. Ouais. C'est combien maintenant un paquet d'Indus comme ça ? 10 balles, non ? 10 balles. 10 balles. 10 balles 50. 10 balles 50. 50. Le petit 50 centimes pour t'emmerder à aller chercher de la petite piécette. Okay. Mais tu crois que les... Est-ce que pour toi, c'est les émissions qui façonnent le spectateur ou c'est les spectateurs qui façonnent l'émission ? Je pense que la responsabilité de France Télévisions, c'est d'élever le niveau parce que c'est souvent par rapport à ce qu'on fait de mieux que se situe tout le monde. Il y a un entraînement vers le haut et il y a un entraînement vers le bas. Donc je pense que c'est la mission du service public, de France Télévisions, de faire des émissions ambitieuses, d'essayer. Tu réussis pas toujours. Et de laisser un peu de temps pour que ces émissions ambitieuses, ce soir ou jamais, moi j'avais une vision très précise de ce que je voulais, c'est ce qu'il y a eu, mais ça a mis du temps à moi et à ceux qui m'entouraient d'arriver à le réaliser, ce que j'avais dans la tête. Pourtant, quand on regarde l'extérieur, on a l'impression que c'est pas une émission qui a... Enfin, si, elle a changé, enfin, elle a évolué. Non, juste en 2 mois. Ça a mis 2 mois pour se trouver, pour être capable tous les jours, parce que c'était une quotidienne, d'être au niveau de l'exigence que l'on voulait avoir. Au début, ils n'y arrivent pas toujours, et puis ils ne comprennent pas toujours ce que j'ai dans la tête. C'est-à-dire que, par exemple, c'était tout à fait étonnant pour eux quand ils me disaient, je sais pas, on va parler de tel sujet. Ils m'invitaient toujours l'invité de service, celui qu'on voyait dans toutes les émissions pour parler de ce sujet-là. Je lui disais, non, c'est le dernier que je veux les autres. Je veux ceux qu'on ne voit pas, ceux qui travaillent vraiment, pas ceux qui passent leur temps à la télé. Et il fallait les chercher, il fallait les trouver. Et puis je voulais qu'il y ait au moins toujours un tiers des invités à l'écran qui soient des femmes. Et à une époque où tu avais... Ah oui, un tiers.
Parce que, tu vois, tu le fais tellement bien que j'ai jamais remarqué que... Parfois, on arrivait à la parité, mais il y avait au moins toujours un tiers. Parce que il y avait eu des études, moi je faisais partie d'une commission sur les femmes dans les médias, et il y avait une étude qui avait montré que si tu es une femme sur 4 invités, tu es la femme. Si tu es 2 femmes sur 6 invités, c'est les femmes. Si en revanche, il y a un tiers, 2 femmes sur 6 invités, voilà. Là, tu es une invitée comme les autres. Mais il y a des femmes. C'est pour pas être la femme de service. Enfin, je suis un peu fatigué. Ça s'adapte à plein d'autres trucs. Mais c'est un minimum. Il faut partir de là. Donc, c'est pour ça que la plupart des femmes que tu vois à la télévision aujourd'hui, elles sont toutes nées dans Ce soir ou jamais, parce que tous les gens qui travaillaient avec moi étaient obligés d'aller chercher des femmes. Et tu vois, on est allé en chercher beaucoup et qu'on a révélé. Elles sont devenues, que ce soit Natacha Polony, tout le monde le sait. Pour toi, c'est qui les gens que tu as révélés alors Ce serait prétentieux, ils étaient au même l'avant. Mais enfin, dans le cas de Natacha Polony, je l'ai rendue célèbre parce que je trouvais que c'était celle qui avait été le plus invitée dans Ce soir ou jamais. C'est toi qui choisissais à chaque fois? Non, j'avais toutes mes équipes. Après, si j'intervenais évidemment. S'il me semblait que cette personne-là n'était pas à sa place, ou que si ça désaxait le débat, tu vois, tout ça, c'est très compliqué à mettre en place. Et tu peux te tromper, d'ailleurs, j'ai fait des erreurs, comme tout le monde. Et je me souviens d'un débat où tout à coup, on était sûr qu'un tel était de ce côté-là. Et puis non, en fait, au niveau de l'opinion par rapport au débat. Ouais. Voilà, et puis il a complètement retourné sa casaque pendant le débat. Il a dit exactement le contraire de ce qu'il disait dans ses livres. Et là, tu fais quoi ? Tu peux rien faire, tu vas pas l'obliger à dire. Alors tu le fais remarquer ou pas? Non, mais tu peux lui faire remarquer, mais c'est pas exactement ce que vous dites dans votre livre. Et puis, simplement parce que tu t'orientais aussi en fonction des gens qu'il y avait autour de toi. Si tu avais l'impression qu'autour de toi, ils étaient tous ils agissaient, ils intervenaient dans tel sens, tu avais envie de prendre le contre-pied, par exemple. Ou au contraire, tu avais envie de rejoindre le camp adverse pour pas être emmerdé. Donc tu as tout, c'est que c'est humain, un débat. Donc, mais ça, tu peux pas le prévoir. Merci à Obalou qui a offert 20 abonnements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a offert à 20 personnes qu'il ne connaît pas des abonnements pour pouvoir regarder les émissions, les replays. Parce que tu es payé là pour... On s'abonne pour regarder ça. Non, on le regarde totalement gratuitement, mais il y a un délai, c'est-à-dire que nous, après, on va le monter, on va mettre des tu veux dire tout ce qu'on dit là n'est pas... Si. Mais en fait, ceux qui veulent regarder la roche brute, vraiment l'émission brute, sans les corrections de caméra, les corrections de colorimétrie, les corrections les inserts, tu vois, quand tu vas citer une émission, on va essayer de trouver l'extrait, on va essayer de le mettre, etc. J'en ai cité aucune. Oui, mais justement, il y en avait quelques-unes, moi, que je voulais avoir ton retour, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont absolument fascinantes. Ouais, alors est-ce qu'on a la tablette ou pas? Parce que pour moi, dans le top des moments de Tadei, il y a ce passage absolument hallucinant à Paris dernière, où tu es en train... Donc il y a un vieux qui te lit des poèmes, tu es sur un canapé, et il y a un couple qui baise juste à tes pieds. Bon. Et tu te souviens pas de ce truc? C'est dingue parce que les extraits les plus cultes, c'est pas forcément ceux des gens, sont pas les tiens. Ça remonte un peu, hein. Je l'ai fait entre 98 et 2006. Alors, est-ce qu'on peut le mettre pour les gens qui vont regarder? C'est bon? J'aime, et la chère langue de ma maîtresse se noue au bourrelet du et sa douce salive huile mon nez cependant s'est poussé au plus creux de... Tu te souviens pas de cet extrait-là? Si, je me souviens maintenant. Ah, bah voilà. Alors, déjà, effectivement, à l'époque, sur Paris Première, tu pouvais me montrer ce que tu voulais. Il fallait pas qu'il y ait de pénétration, par exemple. Mais, il n'y a pas de floutage sur les seins, il n'y a pas de floutage sur les... Jamais de floutage sur rien du tout. C'était horrible. En revanche, il m'arrivait de filmer flou. Parce que quand j'allais dans... Exprès, donc. Paris Dernière était tellement bien vu que tous les clubs, même les plus fermés, voulaient qu'on vienne. Et donc, je pouvais filmer dans des backroom homo, dans des clubs sadomaso, mais en même temps, tout le monde n'avait pas forcément envie d'apparaître. Donc, j'avais une méthode, je pouvais filmer un peu flou. Ce qui fait que même si je perdais les cassettes, les gens étaient tranquilles. Et donc, mais les jours où il y avait Paris Dernière, si tu veux, dans ces clubs-là, il y avait une petite affiche. Attention, ce soir, il y a Paris Dernière qui passe. Et il y avait 3 fois plus de monde. Ouais, bien sûr. Mais il fallait demander les droits de diffusion à l'image à l'époque. C'était le même. Non, tu faisais signer des papiers, mais il se trouve que moi, quand je montais l'émission, parce que j'étais le réalisateur, je filmais, j'interviewais et je réalisais l'émission. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui, dans son comportement, laissait entendre qu'il n'avait pas envie d'être dedans, je le coupais. Systématiquement. Ce qui fait en 8 ans, on n'a jamais eu un seul procès. Jamais personne n'a... Alors,
peut-être aussi parce que j'étais sur Paris Première. J'aurais été sur TF1, ça aurait été différent. Mais si j'aurais été sur TF1, tout aurait été différent. Les gens avaient envie, ça les amusait d'être dans Paris Dernière, parce qu'ils étaient regardés par 400 000 Happy Few. Pas seulement à Paris d'ailleurs, c'était aussi en province. Moi, le nombre de gens qui m'ont dit je regardais Paris Première en province, Paris Dernière en province, et ça m'a donné envie de monter à Paris, c'était énorme. Mais en revanche, à l'époque, tu n'avais pas encore... c'était au tout début Dailymotion ou YouTube, ce qui fait que les séquences comme celle-ci, tu les trouves aujourd'hui sur YouTube. À l'époque, rien ne restait. Et puis, la plupart, tu les as pas sur YouTube parce que les gens les ont pas enregistrés. C'est énorme, en fait. Oui, mais c'est très bien parce qu'il y a des tas de gens qui seraient pas du tout contents de se retrouver aujourd'hui sur YouTube. C'était pas prévu. Tu vois, ils faisaient un truc. Il y a eu Darmanin partout, personne ne le sait. Là, par exemple, si mon souvenir est bon, le garçon qui est là va devenir célèbre 2-3 ans plus tard. Pour quelque chose qui n'a aucun rapport avec ça. Aucun rapport avec ça. Si je me souviens bien, c'est lui. Salue donc notre ministre de la Justice, connu. Mais moi-même, je ne le savais pas, puisque c'est pas moi qui l'ai. C'est le type qui lisait des poèmes qui l'a amené. Donc moi, je le connaissais pas, ce type. Mais oui, c'est le mec qui est avec la blonde qui va devenir célèbre, d'accord. Il a prévu ce garçon pour faire l'amour avec elle pendant qu'il lit des poèmes, et ce garçon va devenir célèbre dans une émission de télé-réalité quelques années plus tard. Mais on me l'a dit parce que les gens qui regardaient cette émission de télé-réalité l'ont reconnu. Et deuxièmement, si mon souvenir est bon, cette séquence a donné 2 romans. Il y a 2 écrivains qui ont écrit, donc qui sont servis de ça comme point de départ d'un de leurs romans, comme s'ils vivaient cette scène-là. Il y a quelqu'un qui te remercie, à Karl dans le chat, qui te remercie pour une interview spécifique de Gaspard Noé après Irréversible. Oui, c'est notamment avec Gaspard. D'ailleurs, ce soir-là, après, on va dans un club sadomaso. Hors émission, donc. Oui, enfin, il m'accompagne, c'est la suite de l'émission. C'était ma nuit, hein. Je filmais tout en une soirée. Et donc, il était dans l'émission pour son interview. Et puis après, j'allais dans un club qui s'appelait Crise et Chuchotement. Il m'a dit, je viens avec toi. Ouais. Et c'était très marrant. Ouais. C'est très marrant, ouais. Et ça se passe comment, ce soir ou jamais? Quel est le potentiel? Parce qu'on a l'impression que c'est complètement improvisé. Tu parles de Paris Dernière, non? Oui, Paris Dernière, pardon. Oui, comment ça se passait à Paris Dernière? Quelle est la part d'impro? C'était beaucoup plus structuré et préparé qu'on ne le pense? Non, c'est exactement comme tu le vois dans l'émission. C'est-à-dire que, comme dans une vraie soirée, tu as des rendez-vous dans ta soirée. Et tu sais que tu vas retrouver tes copains à telle heure il y a un concert, et à la fin, il y a... l'espérance d'un truc sensuel et nirvanesque. Et puis au milieu de ça, il y a des tas de trucs que tu n'avais pas prévus. Une belle soirée, la meilleure soirée, c'est celle que tu n'avais pas prévue. Et c'est pareil, Paris Dernière. Il y a des gens avec qui j'ai rendez-vous. Et puis comme c'est la seule émission de télévision où n'importe qui peut rentrer, puisque je suis dans la rue, je suis dans les cafés, je suis dans les boîtes, mais j'ai pas de garde du corps. Oui, non, c'est ça, parce qu'on ne voit pas. Donc il n'y a pas 3 personnes qui disent non, intervenez pas. Avec n'importe qui peut rentrer dans l'émission. Et ça arrive. Mais c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'il y aurait tout le temps des gens qui Non, à l'époque, c'est pas ça. Il y a des gens qui rentrent dans l'émission parce qu'ils ont un truc à dire ou à faire, ou un rapport avec celui avec qui je parle ou avec moi. Et certains, je les gardais dans le montage, d'autres non. Mais il y avait quoi? C'est quoi le ratio rush par rapport à ce qui était gardé? C'était quoi? Tu filmais 10 heures, t'en gardais... Je restais une demi-heure sur chaque lieu, à peu près. Ouais. Et ça donnait 10 minutes. Dans Paris Dernière, tout est vrai. Tout est réel. J'ai jamais dit à quelqu'un fais ceci. C'est pas moi qui dis à la fille alors voilà tu vas faire semblant de etc. Pas du tout. Je suis le truc. Je retrouve la fille qui a rendez-vous avec le mec qui va lui bander les yeux. Et donc c'est leur trip à eux. C'est pas le mien. Ouais. Donc tout est vrai, mais je fictionne tout. Je fictionne le réel. C'est ça le principe de Paris Dernière. Tout est vrai, tout ce que vous avez vu, mais j'ai fictionné le réel. C'est-à-dire qu'après, je suis arrivé plus vite que je ne suis arrivé en réalité. J'ai écourté certaines scènes. Je suis arrivé... telle scène, là, je l'ai vécue plus tôt dans la soirée que je ne vous le dis. Que tu nous dis, voilà. tu refais je refais dans mon... Voilà, je le fictionne pour que ce soit une espèce de soirée idéale. C'est pas comme un film où un film c'est complètement un puzzle et puis tu fais croire un mensonge, tu fais de milliers de mensonges une vérité. Moi c'est que de la vérité, mais dont je fais à la fin un beau mensonge. Si tu veux. Beau mensonge, l'expression est jolie. Qu'est-ce qu'ils disent les gens dans le chat?
Les gens demandent mais qu'est-ce que c'est que cette question? Les gens demandent si tu préfères le Cap Ferret ou la Russie. Ça n'a aucun sens cette. Si, ça a du sens. Je sais pourquoi. Parce que j'ai été au Cap Ferret pendant des années et que je déteste cet endroit. Mais j'y étais pendant des années. Enfin, Pourquoi si tu détestes cet endroit? Je voyageais tout le temps, mais il se trouve que ma femme aimait beaucoup le Cap Ferret, mon fils aimait beaucoup le Cap Ferret, que mon meilleur ami avait une maison au Cap Ferret, et que donc je suis allé au Cap Ferret pendant des années, tout en m'en plaignant tellement fort que chaque année, la radio du Cap Ferret m'interviewait pour que je leur dise du mal du Cap Ferret. J'étais le seul et je me plaignais de tout. Voilà, c'est devenu un gag entre ferré-capien. Le mec qui disait du mal du Cap Ferret, c'était moi. Et j'y suis allé pendant 25 ans, c'est-à-dire que, j'exagère un peu, non, mais enfin beaucoup, quand même, pendant longtemps. Et c'était le seul endroit où je revenais. Normalement, moi, ce que j'aime, c'est voyager, faire le tour du monde. Et je reviens jamais aux beaux endroits parce que la terre est vaste et que je suis loin d'avoir tout vu. Donc je vais toujours ailleurs. Le seul endroit où je revenais, pour moi, c'était l'enfer, c'était le Cap Ferret. Mais qui a les plus belles plages du monde, hein. Enfin parmi les plus belles plages du monde, donc c'est un endroit merveilleux. C'est pas le cas de la Russie. Mais voilà, et je suis allé beaucoup plus au Cap Ferret qu'en Russie, même si je suis allé en Russie aussi. Ouais. Il y a le communiste gay qui demande, c'est son pseudo, hein. Il y en a peut-être plusieurs, on ne sait pas, si tu gardes un bon souvenir de ton interview de Stupéflip. Oui, elle est formidable. Elle est formidable. Moi, c'est très drôle parce qu'un jour, mon fils me dit regarde, il y a une interview de toi extraordinaire et c'était Stupéflip. Et je dois dire que c'est vrai, je l'ai revue, elle est fantastique. Tu t'en souvenais plus à ce moment-là? Si, je m'en souvenais vaguement, mais tout à coup, je trouve que je fais preuve de beaucoup d'esprit dans cette interview. On a l'extrait. Je trouve que les répliques sont formidables. On dirait que c'est écrit. Alors que je garantis que tout est improvisé. Mais quand je vais aux toilettes, tout est formidable. Les toilettes avec Gad Elmaleh. Non, ça c'est. Mais je vais aux toilettes aussi. Oui, là aussi, oui, tu vas aux toilettes. Stupéflip, il faut les regarder en entier. Elle est incroyable. Elle est diffusée sur YouTube, mais la qualité est pas ouf. Mais bon. Non. Bah oui, c'est les gens qui l'avaient mis en cassette vidéo à l'époque et qui l'ont ensuite. Donc, cassette vidéo plus YouTube plus compression plus machin, il reste pas grand chose. Mais c'est vrai que c'est un très très bon moment. Bon, visiblement, t'as pas de gros besoins. T'es pas le roi des consommateurs. Toi aussi, je pense que t'as pas fait les soldes, là. Toi aussi, tu trouves? Putain, merde. Mais moi, je veux de l'argent, attention. Ah oui? Nous, on est là pour le pognon d'abord. Hein. T'es pas là pour la célébrité, visiblement. Puisque tu te caches sous ce masque. Bon, écoute, moi, tu commences vraiment à m'énerver, là. T'aimes bien Gainsbourg? Ah bah tout le monde. C'est un peu de la rébellion à 2 balles, quoi. Tu vois? Le mec qui a des petites photos de Gainsbourg dans ses toilettes. C'est ce que tu dis en pissant, c'est pour ça. Ouais. Fais gaffe, hein. Ouais, toujours des promesses. Mais nous, on n'est pas des rebelles, tu sais, Frédéric. C'est nous les gentils. Non, c'est nous les gentils, faut jamais oublier. Toi, tu crois qu'il suffit de ne pas montrer sa gueule à la télé pour être un dandy, mais c'est plus dur que ça, tu sais. Dis donc, tu mets vachement d'étiquettes, hein, toi. Maintenant, c'est fini de pisser, on va en reparler. Non, parce que maintenant, tu vois, de pas montrer sa gueule, c'est devenu quand même the only game in town. Et alors? Bien gagné une tonne. Si je tire la chasse, ça vous choque peut-être? Mais non, mon petit canard, fais ce que tu veux. Quel cynisme à 2 balles. Bon, allez, je vais vous laisser. Ouais, ça y est, maintenant, t'as dit tes 2 conneries, là. Voilà, pas du tout, moi, je vous aime bien. Excusez-vous, les gars. Fredo. Non. T'as dit quelque chose? Bas les masques, Fredo. Nous, avec des masques, on est plus sincères que toi sans. Exactement. Exactement. C'est quoi tes autres... Il y en a plein, il y en a tellement. Mais tu peux faire... J'ai vu qu'il y en a quelques-unes qui sont sur Internet, mais il n'y a même pas il y a pas le centième de ce qu'on a fait sur Internet. C'est ce que je trouve très bien, d'ailleurs. C'est mieux, moi. T'as pas cette envie de dire j'ai envie d'avoir l'anthologie j'ai envie de... Comme Ardisson, ouais. Non, Thierry, il a plus... Moi, j'aimerais que Paris Dernière, on le ressorte dans 10-15 ans. Parce qu'au fond, si tu veux raconter le tournant du siècle, il n'y a pas de film emblématique, il n'y a pas d'émission emblématique, il n'y a que Paris Dernière. Ce qui te raconte 98-2006, c'est Paris Dernière. Il y a tout le monde. Tous les gens sont dedans. Ils sont tous dedans. À un moment ou à un autre, ils arrivent, il y a tout. Et donc, je voudrais qu'on le ressorte dans 20-30 ans, au moment où on aura un peu de nostalgie des années 2000. Je pense qu'elle est là, déjà. Hein. Oui, mais elle sera encore plus forte. Dans 10 ans, allez, on les ressort tous. Et que ce soit pas ridicule. Voilà. Si c'est pas ridicule, mais on ne sait jamais. Je voudrais que les jeunes qui ne l'auront pas vu à l'époque où ça a été fait, parce que c'est quand même assez arty
Il y a une façon de filmer, il y a une façon de monter, il y a le jump cut, il y a les musiques, les accélérés, tout ça. Est-ce que ce sera complètement ridicule dans 10 ans ou pas? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Non, je pense Mais pas, si c'est là tout le temps, tu pourras plus juger. Tu vois, puisque tu seras habitué, ce sera... Ouais. Si tu le redécouvres avec Donc un œil demain, neuf, on te dit, tu veux reprendre Paris dernière sur C8, tu dis non. c'est impossible. Tu peux pas refaire Paris dernière. Pourquoi? Mais parce que d'abord, aujourd'hui, tout le monde a une caméra dans la poche. Avec un iPhone. Moi, j'étais le Tout le monde seul. sait pas s'en servir. Oui. Alors donc, mais déjà, tout le monde n'a pas les réseaux, les endroits où aller, tout le monde n'a pas ce mais flair. aujourd'hui, à l'époque, quand je te montrais Castel ou le Queen, 99,9% de la population n'avait jamais vu d'image de Castel ou du Queen. Quand je te montrais les clubs échangistes, personne n'avait jamais vu un club échangiste. Donc, ça avait un côté totalement... On va faire un sondage dans le chat. Combien d'entre vous ont déjà vu un club échangiste Parce que maintenant c'est passé de mode, mais en revanche ils ont tous vu des images de fêtes, c'est plus exotique comme c'était à l'époque. Les boîtes de nuit, tu as des images, tout le monde se filme. Alors je suis d'accord, ils filment pas comme je filmais moi, et ils interviewent pas les gens comme je le faisais. Ben voilà, elle est là ta valeur ajoutée. Alors déjà tu as ce problème-là quand même que c'est moins exotique que ça n'était, puis deuxièmement tu ne peux plus faire la séquence sexy de la fin, parce qu'elle se retrouverait sur YouTube le lendemain et que donc je n'aurais que des professionnels. C'est ce qui a été le problème de Paris dernière. Les gens qui ont pris ma suite, ils avaient affaire à des actrices de porno toute la journée. Et donc, tu veux dire que toi, tu t'éclates vraiment à faire du porno? Oh, bah, tu peux tout à fait te déshabiller, ma chérie. Ouh là là. Oh là là, mais c'est très joli ce que tu portes. C'est quoi cette petite chose? Raconte-moi. Oh là là. Ah, mais Gérard, comment ça va? Mais mon GG, ouvre, descends. Mais mon GG, comment tu vas? Mais regarde une jeune fille qui se déshabille pour moi. Tu vas bien, mon Gérard? Bonjour, Mais c'est ça va? Ça va bien. Bon. Très belle. Fais attention avec ton scooter, Gérard. Ouais. Allez, Gérard. Mais Gérard, reviens. Mais Gérard. Gérard, tu nous suis, tu fais exprès. Pardon? Tu nous suis, Gérard. Tu as vu cette jeune fille et tu nous suis. Non. Je suis mon chemin. Tu suis ton chemin. Tu vois, parce que... Pourtant, on ne pourra plus faire d'authentique. Pas de la même manière, pas comme ça. Moi, toutes les images que tu as des clubs échangistes, tu as même un célèbre bar à Hôtesse qui a été fermé par la police depuis. Le seul qui avait réussi à filmer avec les filles, c'était moi. Tu vois, et d'ailleurs, quand ils ont fermé ce bar, c'était le Baron. Les seules images qu'il y avait dans la presse, je ne connais pas. C'était non, mais parce que c'est devenu après une boîte de nuit très célèbre. Mais avant, c'était un bar à Hôtesse et il a été fermé. Et le seul qui avait filmé, qui avait montré ces images, c'était moi. Parce que c'était le seul qui avait le tuyau ou le seul qu'on laissait Non, entrer, parce que le seul qui... on était très respectueux par les dernières années. Tu vois, j'avais une petite caméra, je me déplaçais, je faisais pas de bruit. J'avais pas l'arrogance de la télé. Donc, les gens étaient ravis de m'accueillir. Après, ceux qui voulaient pas être dedans, ils étaient pas dedans. Si quelqu'un voulait pas être dedans, on n'était jamais intrusif. Si j'arrivais dans un endroit et qu'il y avait plein de gens que je connaissais, des gens célèbres, j'allais pas pointer une caméra sur leur nez. J'avais quelqu'un, mon assistant, qui allait les voir, qui disait « Vous voulez bien être dans Paris dernière ?» S'ils disaient non, je passais, et je les montrais pas. J'ai jamais été... tu vois, j'étais pas un paparazzi. Mais en même temps, il y avait une façon d'être partout chez soi, comme les rois et les voleurs, qui effectivement, et surtout à une époque qui était quand même assez extraordinaire, et qui par rapport à aujourd'hui laisse entendre qu'on était libre de tout faire. On avait le droit de fumer, on avait le droit de conduire vite. Mais j'étais convoqué au CSA parce que je conduisais vite. Alors que je leur expliquais. Pourquoi ça les regarde? Ah, dans l'émission? Oui. Attends, ils ont compris que les plans étaient accélérés, que c'était un effet de post-prod quand même. Ben, je leur ai dit après. Non. Mais non. Non, mais les trucs où la. Oui, je disais que c'était une mauvaise image que je donnais. Oui. Je dis, oui, mais les gens ont bien compris que c'était accéléré. Bah, bien sûr. Mais heureusement, maintenant, ça a changé, c'est l'ARCOM, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ouais, mais à l'époque, on était convoqués toutes les semaines. Toutes les semaines Toutes les semaines. C'est l'époque du sketch. Mais en même temps, c'est vrai qu'on était très libre parce qu'on n'a jamais été censuré. Hein. Et j'ai jamais eu de... On était convoqués toutes les semaines, mais on n'avait jamais d'ennui. Aucun. Et toutes les chaînes, je crois, du monde entier sont venues pour... Toutes voulaient faire Paris dernière. Il y a eu des tentatives de copie ? Tout le monde voulait faire Paris dernière dans leur pays respectifs et tous ont conclu qu'ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils n'auraient jamais pu être aussi libres pour montrer la vie sexy Donc il y avait une spécificité de la France. De la France. Ils disaient mais jamais on nous laissera montrer autant de choses. Et deuxièmement, ils disaient on va avoir des procès. Il n'y a eu aucune tentative. Et jamais personne n'a fait, alors que tous sont venus, des Américains, des Anglais, tous les Scandinaves, les Allemands, ils sont tous venus.
tous sont venus un jour sur le tournage. La France première sur les clubs échangistes, disent les gens. À l'époque, oui. Ouais. Capitale mondiale des clubs échangistes. 21% des gens du chat n'ont jamais vu de leur vie un club échangiste. Bah voilà. C'est normal, mais d'abord, de toute façon, à l'époque, c'était vrai aussi, mais tu pouvais les voir. Alors, tu voyais des versions tronquées sur TF1 ou ailleurs, dans des émissions avec un vieux type, avec un bandana et une femme avec les seins refaits. Ils avaient 65 ans et on te disait c'était ça les clubs échangistes. Et puis moi, tu regardais Paris Dernière et tu voyais des filles super jeunes, très jolies. C'était beaucoup plus inquiétant d'ailleurs. Parce que tu disais, mais attends, cette fille, je pourrais l'épouser demain. Après, Oui. je vais découvrir que c'était une habituée des clubs échangistes. C'est un problème. Alexandre Deder qui demande est-ce que tu n'étais pas censuré parce que Paris Dernière pas censuré parce que Paris Dernière les soutenait ou parce que le CSA n'a pas osé? Parce que Paris Première, non, simplement parce que que Paris Première. Non, parce que je ne tombais pas sous le coup de la loi. C'est ça l'important. Il faut que tu saches très bien, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, Voilà. Connaissez la loi. Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui n'est pas interdit? Et la plupart du temps, les gens ne savent pas ce qui est interdit. Ils croient que tout est interdit, ou ils voudraient tout interdire alors que c'est déjà interdit, etc. etc. Et si tu connais la loi, tu sais ce que tu as le droit, et tu fais exactement. Et puis, alors tu vas toujours un tout petit peu plus loin, en pariant sur le fait que le CSA va pas se couvrir de ridicule pour venir t'empêcher de faire ça, ce qui serait ridicule. Donc, généralement, ton pire ennemi, c'est pas la chaîne, c'est le service juridique de la chaîne. Le service juridique, lui, il est là pour te dire ne fais rien. Si tu ne fais rien, on n'aura pas d'ennui. C'est normal, le service juridique, c'est vrai. Il est là pour qu'on n'ait pas d'ennui. Donc, il va dire ne fais rien, c'est mieux. Et donc, j'avais souvent des discussions avec le service juridique pour expliquer que, juridiquement, j'étais dans mon droit, et deux, si j'allais un peu trop loin, le CSA ne m'en tiendrait pas rigueur, il se rendrait compte que... Voilà. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Une fois, on a été condamné. Sur quoi? Parce que j'avais fait le mur avec une fille pour rentrer dans un cimetière et qu'après elle s'était un peu caressée sur une tombe. Ah, dans un Paris Dernière donc. Ouais, et bon, et je me suis dit... Sur quel motif? Sur le fait d'avoir fait le mur? Les deux. Ah ouais, d'accord. On n'était pas dans la profanation de sépulture, mais c'est pas loin, quoi. Enfin, oui, elle était... Moi, je vois, d'accord. Voilà, donc là, ça a été un peu... Alors attends, il y avait un autre extrait justement qui était absolument génial, que les gens ont demandé à voir. C'est l'extrait de Gad Elmaleh aux chiottes. Oui. Alors ça, tu dois t'en souvenir, qu'est-ce que ça vaut le coup de le remettre? On mettra la post-prod. Elle est très célèbre. On peut le remettre pour les gens, au pire. Ça ne dérange pas de le revoir une minute. Non, parce que cet extrait, il est... Et donc tu le croises ou c'est... Non, on a rendez-vous. Oui, vous avez rendez-vous. Ok, vous avez rendez-vous. Il sait qu'il va passer, il sait... Et il est, à l'époque, il n'est pas aussi connu qu'il le sera par la suite. Oui, il est jeune, là, on est en... Il est jeune, il est au théâtre, je me souviens, et à vrai dire, je ne connaissais aucun de ses sketchs. Il y a un moment, on se balade dans la rue et tout le monde vient et lui parle de Monsieur Seguin, et je ne sais pas de quoi on lui parle. Ah, le fameux sketch, d'accord. Le fameux sketch. Mais il y a des moments formidables. On est devant une vitrine de charcuterie où il m'explique qu'il meurt d'envie de manger du jambon, mais qu'il ne pourra jamais en manger parce que sa religion lui interdit, et qu'il sait qu'il y a deux trucs qu'il fera jamais dans sa vie, c'est manger du jambon et se faire enculer. Et voilà. Et puis à la fin, effectivement, on se retrouve à essayer de faire pipi tous les deux, et lui n'y arrive pas. Je meurs d'envie de faire pipi, ça te dérange pas? Moi j'ai envie de pisser aussi, je bois des bières depuis tout à l'heure, viens, on va y aller. Pardon? C'est à quelqu'un derrière moi, je te jure, j'arrive pas à me concentrer. C'est vrai? Tu sais que tu étais peut-être un peu humour, foulé ou un truc comme ça? Voilà, ça doit être ça, je te promets, j'arrive pas à me concentrer. Vas-y, on va voir. Vas-y. Par contre, j'adore un truc, c'est pisser dans les lavabos. Ah oui? Ouais. Bah vas-y, fais-le si tu veux. Non, j'ose pas. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui rentre. Attends, t'aimes pas quand il y a quelqu'un dans ton dos, t'aimes pas quand il y a quelqu'un qui rentre? C'est pas facile à vivre, hein. Il y a une réplique dans la pièce qui dit « Je t'aime et j'ai besoin de pisser ». Le mec, il se lève et il va pisser. Et il revient avec plein d'idées. J'espère que ça va me donner des idées aussi. Tu vois, moi je fais pipi sans problème alors que t'es dans mon dos. Hein. Ouais. J'ai confiance, moi. C'est parce que t'as l'habitude. Il y a des gens qui peuvent pisser partout, il y en a d'autres qui peuvent s'endormir n'importe où. Et toi, tu peux quoi, alors? C'est quoi ta spécialité? Moi, je peux pas pisser partout. Mais je vais essayer de me concentrer, tu vas voir. En revanche, moi, ce qui m'ennuie quand tu fais pipi dans les urines noires, c'est que tu peux pas t'essuyer.
Mais je me suis jamais essuyé. C'est la différence entre les gens qui sont circoncis et ceux qui sont pas circoncis. Ceux qui sont circoncis, ils ont pas besoin de s'essuyer. Ah oui? Ben non. Pourquoi? Bah c'est très connu, parce qu'ils ont pas cette espèce d'énorme peau qui entoure leur sexe pour... Ah oui. Tu vois, alors nous, les circoncis, les juifs, les musulmans, les hygiéniques... et les malades. Mais non, pas ceux les qu'on a malades. dû, ceux qui se lavaient pas quand ils étaient petits, qui ont attrapé un phimosis. De plus en plus. Et soit c'est long, soit t'arrives pas du tout à pisser. Ah hein. si, ça y est, moi c'est long, c'est tout, c'est toute la soirée. T'as bu de la bière aussi? Oh, j'ai bu de tout, je crois, je me souviens plus. T'étais où? Oh la réponse. Non mais t'es pas circoncis toi? Non, je suis désolé, non. Ah ouais. Lui il est amoureux, il est fou amoureux. C'est lui qui aime. Il m'a fait une confidence tout à l'heure. Manu. Oui. Pareil que t'es amoureux. Oui, fou amoureux. Ah oui. Ouais. D'une femme? Oui. Ça fait plaisir, tu sais comment il en parle? Comme si j'avais 15 ans, 16 ans. On va manger un petit truc juste à côté. C'est un truc où je vais très souvent après le théâtre. T'es déchiré là. Je suis défoncé. T'es bien déchiré. Mais j'aurais bien voulu le voir, ce maudit film, là, la mobilette qui décolle. Ça, c'est Sandy Cousin. C'est un film que j'ai fait avec Merzak Alouache. Celui qui est allé aux Oscars? Ouais. Qui a failli avoir un Oscar, mais je l'ai pas eu l'Oscar. Eh ben moi, je vais te l'attraper. L'Oscar? Allez, va me le chercher, tu me l'amènes. Je peux te dire que je te donnerai très cher pour ça. Je voudrais que les gens sachent que moi, je faisais pipi sans problème. Ah oui, on le voit après. Ouais. Et lui, non, il bloque, lui. Je crois que lui, il bloque. Ouais, il bloque. Ah, dans mon souvenir. Oui, c'est quoi? C'est du 2000, 2000. Oh oui, tout ça, c'est les premiers. C'est les premiers, ouais. Et ça a duré 8 ans, hein, donc. Alors, sinon, bien sûr, dans les extraits cultes dont les gens, il y a le Taisez-vous, il y a... Ça, c'est Ce soir ou jamais. Oui, il y a Delon. Delon. Alors, la différence, Ce soir ou jamais, justement, c'est que là, il y a Dailymotion, il y a YouTube, et les gens prennent des extraits et les mettent eux-mêmes. Nous, on n'a jamais mis un extrait sur... c'est pas France Télévisions qui met des extraits. C'est uniquement les gens. Donc, il y a des émissions que... C'est même pas sur les chaînes de l'INA, d'ailleurs. Ah, si, bien sûr que si. T'as tout sur Paris Dernière. Paris Dernière n'y est pas parce que sur l'INA, il n'y a que le service public. Oui. Ah bah oui. Donc tu as les émissions de TF1 jusqu'à ce que TF1 soit privatisé. Et tu n'as pas Paris Dernière. En revanche, tu as tout Ce soir ou jamais sur l'INA. Mais quand tu regardes sur Internet, c'est très marrant d'ailleurs. Alors tous les débats, effectivement, les plus retentissants de l'époque, ils sont. Mais tu as des émissions que j'aime beaucoup, avec Delon d'ailleurs, je ne crois pas qu'elle y soit. Ah non, l'extrait de Delon où il parle de Le Pen, il y est. Ah, bon, mais sinon, on l'a en plus, il y est. Non, il y est. Le Delon Le Pen, si, il est pas compliqué. Vous êtes sûr que c'est mon émission, ça? Parce que je me souviens pas. Ah bah vas-y, mets-le, je te jure. Vas-y, tu vas voir. Dans le film, Alain Delon. C'est très intéressant cette scène parce qu'il y a Burt Lancaster, le monde est en train de changer autour d'eux, c'est la révolution. Burt Lancaster n'a pas envie de pactiser avec l'époque, hein, il est rétif, alors que vous qui êtes jeune, vous prenez le monde à bras-le-corps et vous avez bien l'intention de vous adapter. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est vous le guépard, c'est vous Burt Lancaster, que le cinéma a changé et que vous n'avez plus envie de vous adapter. C'est gentil de me dire ça, je ne sais pas si je mérite cet honneur, parce que Lancaster, quand même c'est Lancaster. Non, mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec vous, je n'ai plus envie de me battre, je n'ai plus envie de cette époque, je suis resté au siècle passé et que ce siècle ne m'intéresse plus. Tout était plus grand à vos yeux, c'est ça? Non, c'était différent, mais je crois qu'il faut vivre avec son temps, mais tout était différent, suivant le métier qu'on fait bien sûr, mais tout était différent sûrement pour vous, tout était différent pour moi dans mon métier, et sûrement tout était différent dans leur métier à eux tous, là. Peut-être ne le pensent-ils pas comme moi, ou ne sont pas d'accord, je ne sais pas, mais je pense que ça n'a plus rien à voir. C'est une forme de nostalgie de l'époque, du siècle passé, que je ressens, et j'estime que j'ai plus envie de faire quoi que ce soit maintenant. Je regarde, j'observe, je suis spectateur, c'est tout. Il faut que... Mes amis me disent il faut t'adapter ou mourir. M'adapter, je ne m'adapterai pas, et mourir, je ne mourrai pas. Enfin, pas tout de suite. C'est quoi être de droite pour vous? Parce que j'ai été élevé dans l'esprit du général de Gaulle, par ma famille, que je suis le général de Gaulle toute sa vie, et que j'étais un homme de droite près du général de Gaulle. Voilà. Et vous n'avez jamais eu envie de jouer un homme de droite? Ça ne m'a pas empêché
d'être copain, parce que je l'ai connu quand il était, avant qu'il soit député, d'être copain avec Le Pen. Ah oui, ça. Voilà, ça fait jaser, hein. Oui, ça c'est bien vous, ça. Mais j'emmerde les gens, c'est mes amis, qu'ils soient de droite, de gauche ou quoi. Oui. Il y a des cons à droite, vous savez. Oui. Et des cons à gauche aussi. Ah oui, non, ça, voilà. j'en doute pas. Pas de problème. Mais c'est quand même, c'est tout à fait vous. Vous aimez vous jeter en pâture, c'est-à-dire là, je parle. Pas du tout. Si, je me souviens à l'époque où vous avez déclaré. Est-ce que j'ai l'air d'avoir été bouffé là, regardez. Non, comme quoi, on perd pas toujours à la fin. Ben voilà. Et on peut s'en sortir. Mais c'est vrai qu'au moment où vous avez proclamé votre amitié pour Jean-Marie Le Pen, en disant qu'elle datait de loin d'ailleurs, c'était le moment où il était l'ennemi public numéro 1. Mais je m'en fous, c'est mon ami. Oui, vous n'étiez pas obligé. J'y vois de la provocation aussi de l'avoir voulu le dire. Comme j'ai été voir des amis en prison, et puis voilà, bon, c'est mon ami, que ça me fasse. Ouais. Vous voyez, 2 hommes dans la ville, c'est un film complètement contre la peine de mort. Et vous disiez partout, vous étiez pour la peine de mort. Ben voilà, je suis toujours pour la peine de mort. Je vous le dis. Est-ce que vous avez, je ne vous demanderai pas dans quelle occasion, mais est-ce que vous avez été vous-même à un moment, est-ce que vous êtes conduit comme un salaud? Est-ce que ça vous a intéressé? Ça m'est sûrement arrivé une fois dans ma vie, à vous aussi d'ailleurs. Bon, évidemment. À tous les hommes, une fois comme un salaud, oui, mais ça dépend dans quelle situation et pourquoi et vis-à-vis de qui. Mais je veux dire, c'est... Si c'est vis-à-vis de plus salaud que vous, oui. Oui. Oui, ça se défend. Ouais. Voilà. Parce que ce que je dis à Delon, c'est que c'est quand même bizarre. Il dit qu'il est de droite, toujours, et il n'a joué que des mecs de gauche. Il n'a jamais joué un mec de droite, une fois seulement, où il joue un mec de l'OAS, au début des années 60, dans un film que personne ne connaît. Mais sinon, il ne joue que des communistes. Et il n'a d'ailleurs, son modèle, c'est un acteur américain qui avait été rayé par le macartisme parce qu'il était communiste. Les 2 metteurs en scène les plus grands avec lesquels il a tourné, c'est Joseph Losey et Luchino Visconti, qui sont 2 communistes. Et lui a joué très souvent les communistes et jamais les mecs de droite. C'est ça ma question. Tu lui demandes... Voilà. Et je dis, mais est-ce que vous êtes vraiment de droite au fond? Est-ce que c'est pas une pause? Voilà. Il y a des gens, il y a Carloman qui dit, non, c'est Zoom THX qui dit, et l'actrice X qui tourne une scène devant sa mère, c'était réel ou c'était du buzz? Oui, ça c'est... Non, c'est pas moi, ça, c'est pareil, j'arrive chez... comment s'appelle-t-il? Donc c'est vrai ça. C'est un acteur de porno, réalisateur aussi, qui a fait un film même qui est passé au Festival de Cannes. Comment il s'appelait? Je connaissais que lui. Il est chauve, il est très intelligent, très drôle, et il me dit, il nous appelle, et il dit, venez, j'ai un truc spécial, une fille, sa mère, etc., etc. J'y vais. Qui croit pas au début, non? Si, moi je crois. Ils te baratinent pas. Les gens, ils savent que t'es pas dupe. Tu vois, moi, un des charmes de Paris Dernière, c'est que je fais jamais partie du club. Je suis là un peu avec toujours une même distance. J'appartiens au cul de chapelle, je suis pas un branché, je suis pas le showbiz, je suis pas... T'es pas un mondain? Non, je suis pas le mondain, je suis personne, je suis que moi et tous les téléspectateurs qui peuvent se reconnaître pendant un moment en moi, puisqu'on ne me voit pas. Et mais les gens ne te baratinent pas, parce qu'en même temps, quand même, tu vois, tu peux pas me... Oui, il y a les caméras qui arrivent. Non, mais c'est juste... Non, il n'y a pas de caméra, il y a juste la mienne, mais... Je fais attention quand même. Tu vois, je me souviens, il y a eu un entretien, par exemple, que j'ai jamais passé, c'était avec Régine. Ouais. Et parce que il y a eu beaucoup de... Régine essayait de me convaincre que sa boîte était la boîte la plus branchée de Paris, alors qu'à l'époque, elle était complètement à la ramasse. Et donc, je lui fais comprendre... Je sais plus à quel moment. Et je lui fais comprendre que bon, je suis pas le journaliste de base à qui on peut raconter n'importe quoi, que je connais un peu la nuit, etc., etc. Et je lui dis gentiment, poliment. Ouais. Et elle insiste, et elle insiste, et elle insiste pour me dire que vraiment tout le monde se presse pour aller chez elle tous les soirs. Et à la fin, je me dis bon, je vais pas passer l'interview parce que je veux pas être désagréable avec cette dame et lui dire qu'elle ment. Donc je préfère pas passer l'interview. Tu vois, bon, tout ça pour dire que il me racontait pas trop de pipeaux. Et donc, c'était vrai, non, c'était vrai, bien sûr. Toi, tu caviardes pas. Enfin, je suis dans Paris Dernière, bien sûr, parce que comme je te le dis, c'était très monté, mais jamais toutes les autres émissions. C'est toujours, si je l'enregistre pas, si elle ne passe pas en direct, elle est dans les conditions du direct. D'accord. Il peut arriver que tu rabotes parce que c'est un peu trop long, mais tu fais très attention à ne pas être injuste. C'est-à-dire, dans Paris Dernière, ça aurait été très facile. Je suis avec toi pendant une demi-heure, t'as un peu bu. Tu vas me dire plein de conneries à un moment, tu vas être très con, et puis à un autre moment tu vas être très intelligent. Si je suis un salopard, je vais montrer que quand tu es très con. Voilà. Et si je suis moi, je vais montrer que quand tu es un peu con et quand tu es très intelligent. Tu vois. Et si je suis vraiment
J'ai pitié, je vais montrer que quand tu es intelligent. Donc quand on a vu des gens brillants dans tes émissions, c'est parce que tu avais pitié ? Non. Non. C'est pas ce que je voulais dire. Mais, oui, j'ai bien compris. Mais voilà. Il y a quelqu'un qui nous dit, il y a Carloman qui nous dit, je suis allé sur l'INA, certes, je ne suis pas abonné peut-être, mais je n'ai jamais rien trouvé sur Ce Soir ou Jamais. Parce qu'il n'est pas abonné. Parce que tu n'es pas abonné, d'accord, ok. D'accord, ok. Donc, Et qu'il ne peut pas l'être, puisque ça n'est malheureusement pas un service public, et à ma connaissance, seuls les professionnels peuvent y avoir accès. Moi, oui. je suis abonné. Enfin, il y a un accès professionnel particulier. Voilà. Et donc... on peut peut-être avoir accès à ça. C'est quoi, vous professionnel de la télé? Toi, tu demandes une accréditation, tu l'auras. Et tu pourras même prendre des extraits que tu paieras à l'INA. Et tu mettras tous les extraits que tu veux. C'est pour ça qu'ils nous accréditent. Parce que nous, demain, on peut utiliser leurs extraits, ce qui est le but. Faut pas passer sur le petit écran. Mais le pauvre Carloman, qui n'est qu'un téléspectateur, qui a payé la redevance et qui a donc financé tous ces programmes, il n'a pas le droit de les voir. C'est un système... C'est un système de fou. Et il est 19h30, donc je pense que tu vas pas tarder à nous quitter. C'est l'heure pour moi. Ouais, c'est l'heure pour toi. C'est l'heure où je me couche. C'est toi qui avais dit. Tu te couches vraiment ? Non, c'est vrai. Je pense pas. Et il y avait une question quand même qui avait été posée par Bernard qui nous demande si tu consommes des contenus Internet ou YouTube ou pas vraiment, surtout maintenant que tu y es. Oui, non, bien sûr, mais j'en ai toujours... mais au-delà du replay... Même si pour toi il n'y a pas de différence, au-delà du replay télé, du contenu spécifiquement Internet. Je ne regarde pas les émissions de télé classiques, donc quand je regarde de la télévision, c'est toujours du contenu Internet. Tu veux nous dire des trucs ou non ? Non, parce que c'est en fonction de qu'est-ce qui m'intéresse à un moment ou à un autre. Pour moi, c'est de la documentation. C'est-à-dire que je ne regarde pas des programmes pour regarder un programme. Si j'ai besoin de me documenter sur un sujet ou sur que j'ai envie de savoir ce qu'on a pu en dire ici ou là, à ce moment-là, je vais regarder. Mais je ne regarde jamais un programme en tant que tel. Mais c'est pas par mépris ni rien. C'est juste que j'ai pas le temps. Ouais. Tout est en concurrence avec tout le monde. Et moi, j'ai choisi que des manières de comprendre le monde qui passent pas tellement par la télévision. Voilà. Voilà, ça passe pas tellement par la presse écrite non plus, bien que j'en lise beaucoup pour l'émission de radio que je fais sur Europe 1, et que je suis obligé, c'est une émission d'actualité, donc je suis obligé de savoir ce qu'on a dit dans les journaux. Mais oui, je pense que si tu veux comprendre le monde, c'est plutôt dans les livres. Il y a une école TADI, on va dire, peut-être. Il y aura des gens qui essaient de reprendre le style. Mais toi, tu as des modèles en journalisme. Tu as eu des gens, quand tu as commencé, tu dis, si je veux faire ça, quoi. Je veux être Pollack, je veux être machin. Non, justement, moi, j'ai eu des gens qui étaient des références. Voilà, c'est ça, des références. Voilà, mais que je les ai tous rencontrés, d'ailleurs, c'était plaisant. Le premier, c'était Yves Mourouzi, pour La Distance. Mais à l'époque où je rencontre Yves Mourouzi, je ne sais pas que je vais faire de la télé, c'était pour la presse écrite, et je lui dis que ce qui me plaît chez lui, c'est la distance. Il a su instaurer de la distance à la télévision, ce qui n'est pas facile à l'époque. Il invente ça, une espèce de distance vis-à-vis de ce qu'il est en train de faire. Et quelques années plus tard, il y a le 10 ans de Canal+, on ne s'était jamais revu, et il est là, et il vient vers moi, il me dit, tu vois la distance, toi aussi tu as compris. Et non, il y a Pivot et il y a Chancel, surtout Jacques Chancel, mais beaucoup Bernard Pivot dans un autre genre, mais jamais en tant que modèle, toujours en tant que référence. Voilà, ils ont fait ça, ils l'ont fait à leur manière. Il n'est pas question que je le fasse. Tu peux pas faire de la télévision tu le vois tout de suite, les imposteurs. Tu vois pas les imposteurs au cinéma. Peut-être que Jean-Paul Belmondo était un lâche. C'est un acteur, il a peut-être fait semblant d'être courageux. Je ne crois pas que c'était le cas, hein. Mais admettons, c'est possible. Tu pourrais être le roi des lâches et jouer que des types glorieux au cinéma. Je ne crois pas que si tu es un imbécile, il ne suffit pas de mettre des lunettes d'un coup pour avoir l'air intelligent à la télévision. On te verra tout de suite que tu es un imposteur. Tu vois, parce que tu es toi. Même si quelqu'un a écrit tes fiches, on le verra que c'est toi. Tu ne peux pas sortir de toi-même à la télé. Et tu ne peux pas être un autre. Voilà. Dernière question, qui est une question qui a été beaucoup posée. Il y a des gens qui veulent savoir si ça n'a aucun rapport, si tu as déjà rencontré Macron. Il ne précise pas si c'est en club échangiste. Oui, j'ai dîné avec Macron. Tu as dîné avec Macron ? J'ai dîné avec Macron, il n'était pas encore président de la République. D'accord. Mais il allait déjà aux chandelles. Non, c'était dans un dîner qui avait été organisé pour lui par Stéphane Bern. Il était quoi ? Il était quand même ministre ? Non, il était en campagne à ce moment-là. Et pourquoi j'étais là, c'est parce que Brigitte Macron avait dit à Stéphane Bern qu'ils aimeraient beaucoup que je sois là. Donc j'ai été invité. Et j'étais très flatté.
qu'ils aient demandé à ce que je sois là. D'ailleurs, j'étais assis en face de lui, à côté d'elle, et j'en ai un très bon souvenir. D'accord. T'as pas la tentation, des fois, juste, c'est que des fois, quand tu vas dans ce genre de dîner, qui sont des dîners off, de dire « Ah, j'aurais aimé qu'il y ait une caméra ». Non. Non, pas du tout. Mais en revanche, je ne cherche pas à les revoir. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé, je les ai tous rencontrés à un moment ou à un autre, soit dans mes émissions, soit en privé, mais je veux pas être leur ami. Je veux pas être j'ai pas envie d'être invité à l'Élysée. J'ai été invité à l'Élysée par Nicolas Sarkozy. Je suis venu. Il avait envie de faire Ce soir ou jamais. Je lui ai proposé de faire. Il avait envie de se retrouver. Non. C'est Marie-France Garot. Il avait envie de faire ça. Il avait envie de le faire avec moi, tout seul. Ah, tout seul. Bah oui, parce que sinon c'est compliqué. Et je lui ai dit avec plaisir. Et je lui ai dit, mais on l'annoncera que la veille. Et je vous promets, je vous poserai que des questions qu'on vous a jamais posées. Et il m'a dit oui, banco. Et puis finalement, on n'a jamais pu le faire. Si on l'avait fait, il aurait peut-être été réélu. Et moi, j'aurais perdu la considération de tous ces gens qui étaient là peut-être ce soir. Ouais, qui m'auraient dit que j'avais fait réélire Sarkozy. Mais justement, parce qu'après, la campagne présidentielle commençait, enfin ça allait, et c'était plus possible. J'aurais aimé le faire légalement, au moment où il est président et pouvoir lui demander, par exemple, pourquoi le Fouquet. Ce qu'il a dit, mais trop tard. Voilà, tout ça m'aurait intéressé. Mais François Hollande, il est venu, mais il était encore premier secrétaire du Parti socialiste. Et il m'arrive de dîner avec François Hollande parce qu'on a un ami commun et je le trouve tout à fait passionnant. Mais voilà, mais quand ils sont au pouvoir, en revanche, tu les fréquentes pas, quoi. C'est tout. Mais maintenant, moi, je me sens pas journaliste non plus. Je suis plus un animateur qu'un journaliste. Ouais. Dernière question. Dernière de la soirée, qui est Froster, qui dit « Est-ce qu'il y a un invité que tu n'as jamais reçu et que tu aurais aimé recevoir ou que tu as raté et que tu aurais aimé recevoir ?» Il y a Roman Polanski, mais j'ai fini par pouvoir l'interviewer. Mais dans une autre circonstance dont il ne reste aucune trace. Mais pour moi, c'était le réalisateur que je voulais interviewer. Il y avait déjà les polémiques ? Non, il y avait l'histoire des États-Unis, mais qui est une histoire sur laquelle il s'est exprimé à longueur. Il avait beaucoup dit. Donc c'était l'homme, c'était tout. Comme j'ai fait Delon, j'aurais aimé faire Roman Polanski. Voilà. Et après, vu les polémiques, ça devenait compliqué. Mais j'ai fait Woody Allen aussi. Ouais. Mais avant il y avait eu la polémique, mais ça avait été réglé judiciairement. C'était avant que la fille adoptive dise oui, et que tous les gens qui avaient travaillé avec Woody Allen disent oh, je regrette d'avoir travaillé avec lui. Mais je l'ai fait avant. Mais pas d'autres que tu regrettes d'avoir. Sûrement, Sûrement, il faudrait que j'y réfléchisse. Il y a tous les Américains. J'ai récemment, quand Al Pacino est venu en France, tout à coup je reçois. Il venait au théâtre. Il a fait une tournée en Europe et à chaque fois il se retrouvait sur une scène de théâtre avec un journaliste et qui lui posait des questions et il improvisait. Et il voulait que ce soit moi. Alors son entourage, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est le directeur du théâtre qui m'a appelé, il m'a dit ils veulent que ce soit vous. Je dis mais vous savez pourquoi? Mais comme j'ai invité beaucoup d'Américains dans Ce soir ou jamais, c'était peut-être pour ça, ils étaient tous assez contents en sortant. Et je lui ai dit, moi je veux bien, mais si j'ai une oreillette et qu'on traduit ce qu'il dit, parce que mon anglais n'est pas assez bon, il faut que je comprenne ce qu'il me dit, quoi. Parce que comme je le disais tout à l'heure, quand tu interviews quelqu'un, même si après tu sais qu'il va partir en live, et c'est le jeu, mais tu comprennes ce qu'il dit. Et je dis, là j'ai peur de pas... Et ils m'ont dit, non, c'est pas possible, donc j'ai dit non. Et c'est Léa Salamé qui l'a fait. C'est Léa Salamé qui l'a fait, ok. Merci d'être venu. Tu vois, j'ai réussi à abandonner mes fiches. Tu vois, j'ai même pas lu quasiment. C'est un progrès, c'est très bien. Bah oui, mais on sait jamais. Donc, t'as raison, faut que j'apprenne à bosser sans fiches. En tout cas, merci, parce que il y a des gens qui essayent de s'inscrire un peu dans la continuité de ce que tu avais fait avec les moyens du bord. Encore une fois, c'est un sale métier, il faut essayer de le faire proprement. Ouais. Tu le conseillerais pas, ce métier ? Ça n'a pas de sens de le conseiller. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Moi, j'y ai jamais pensé avant de le faire, par exemple. À un moment, on m'a dit, je me souviens, le premier, c'est Michel Pollack, d'ailleurs, qui voulait que je vienne en tant que chroniqueur sur une de ces émissions qui n'a jamais existé. Et puis ensuite, c'est Canal+. Et comme c'était Canal+, je me suis dit, pourquoi pas ? Je dis, moi, je veux bien venir à Nulle part ailleurs, mais
vous m'assurez que je ne vais pas juste venir faire ma petite chronique et que je m'en vais. Et ils m'ont dit non, tu pourras rester. J'ai dit d'accord. Et puis j'ai trouvé ça sympa. Et puis après, Thierry m'a proposé de faire Paris Dernière. Et là, je me suis dit là, c'est top. Et puis voilà. Mais j'ai toujours eu l'impression d'être un touriste à la télé. Tu vois, je ne suis pas fait pour rester. Donc, d'ailleurs, je ne suis plus là. Mais enfin, c'est la première fois. Hein. J'y étais depuis. C'est la première fois que tu es au chômage, ouais. Au chômage. Enfin, entre guillemets, entre deux. Enfin, c'est pas la première fois que je n'ai pas d'émission de télé. Oui. Parce que j'ai eu des émissions en permanence depuis 1994. Mais ça ne me manque pas. Voilà. Surtout que maintenant, tu es sur Internet. Et dernier conseil, il faut que tu saches tout sur ton invité pour qu'il ne puisse pas te mentir. Ouais. Très important. Ce soir. Tu ne sauras jamais puisque tu ne savais pas tout sur moi. C'est vrai. Mais bon, c'est... Alors que moi, quand tu viendras sur l'immédiat, je saurai tout sur toi. Tu ne pourras pas me mentir. D'accord. Ça sera avec plaisir. Merci à la régie, merci à l'invité, merci aux spectateurs et comme on dit ici, merci Cognac Jet. À vous les studios. À tout de suite.